C'est parti pour une nouvelle journée riche en informations et en actualités. Merci de nous y rejoindre, chers aficionados de ce programme matinal. Eh bien, Bonjour le Bénin vous ouvre une fois encore ses portes. Bienvenue dans votre matinale préférée. Ici, vous le savez, vous aurez bien évidemment, comme tous les jours, un aperçu complet de ce qui fait bouger le Bénin. Restez avec nous et découvrez tout ce qui compte pour vous, y compris, bien entendu, le bulletin d'information. Bonjour Génial. Bonjour Rachida. Alors, ce matin, une fois encore au taquet, n'est-ce pas? Comme d'habitude, pour servir nos chers téléspectateurs que nous aimons de tout cœur. Ça, c'est clair. Nos lève-tôt, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est la grande famille des lève-tôt. Bah oui. On se lève tôt ici, chers amis téléspectateurs. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi dans Bonjour le Bénin? Nous allons raconter autrement l'histoire du roi Béhanzin. Une histoire souvent tronquée, aujourd'hui rétablie par un Béninois dans le projet Le Dernier Rugissement. Il est signé Barakel Béni, réalisateur. Il faut dire que ce projet fusionne l'art cinématographique et l'IA pour raconter l'histoire du dernier roi du Dahomey, un symbole de la résistance face à la colonisation française, un événement qui continue d'inspirer. Prenez le rendez-vous. On parle aussi aujourd'hui de l'entretien du cœur à l'occasion de la journée mondiale de l'AVC. Le cœur, cette pompe incroyablement puissante et essentielle, est au centre de notre système circulatoire. Il est responsable, bien entendu, de la distribution de l'oxygène et des nutriments à chaque cellule de notre corps. Sa santé est donc primordiale pour notre bien-être général. Mais comment pouvons-nous veiller à sa santé? Heureuse d'Anondé nous le dira dans un moment. Et on tentera aussi de répondre à une question. Les démocrates sont-ils au bord de l'éclatement? C'est la question au bout de toutes les lèvres avec notre analyste politique de ce matin. On tentera d'y voir clair. C'est la question, je le disais, sur toutes les lèvres depuis la décision de la Cour constitutionnelle qui rejette la candidature de Renaud Agbodjo et depuis sa sortie hier également. On va y voir clair sur ce plateau. Prenez le rendez-vous autour de 8 heures. Voilà pour le menu. D'autres rubriques, bien entendu, viendront se greffer à toutes celles-là. Génial, on y va pour le bulletin d'information. Je suis prête. Prête? Le boulevard est ouvert. Très heureuse de vous retrouver en ce début de journée, mesdames, messieurs. Bienvenue, cap sur Abomey-Calavi pour ouvrir ce bulletin. Abomey-Calavi où la centrale thermique de Maria Gleta raconte à elle seule deux époques de l'énergie au Bénin, celle du silence et de l'espoir retrouvé. La première, Maria Gleta 1, hors service depuis 2015, témoigne des limites d'un passé révolu. La seconde, Maria Gleta 2, mise en service depuis 2019, quant à elle, incarne la modernisation du secteur énergétique porté par le PAG du président Patrice Talon hier matin. Les ministres conseillers du gouvernement s'y sont rendus pour apprécier les installations et constater les progrès réalisés. Rebecca Kenjaoundé et Benjamin Denayon nous en disent plus. Ici, nous sommes dans un cas particulier où on s'est rendu compte avec le temps que ce qui nous a été présenté comme des LM 1500 n'était rien d'autre que des J-79, des turbines qui avaient équipé les avions de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été mis sous l'enveloppe LM 1500. Donc ici, nous n'avons pas des turbines de General Electric. Ces moteurs qui sont en réalité des faux LM 1500, parce qu'ils ont mis dans les boîtiers des moteurs d'avions qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale. J'avais eu l'occasion de le dire à l'époque. Donc tout est faux. Et Dieu merci, ce n'est pas détruit, c'est là. Et c'est devenu une pièce de musée. Et ce n'est pas le gouvernement de la rupture qui a jugé bon d'arrêter. C'est le gouvernement du président Yahi Boni qui avait trouvé que c'était ingérable. Parce que le coût de production avec ces équipements-là avoisinait les 280 francs. En d'autres termes, le prix au consommateur final devait être autour de 350 francs à un moment où, à l'époque, le courant était vendu à 105 francs aux populations. Alors, aujourd'hui, Maria Gleta 2 produit à peu près 127 MW
avec 7 générateurs puissants qui tournent 24 heures sur 24 et depuis à peu près 5 ans, il n'y a presque pas eu d'arrêt. Les aveugles ont vu, les sourds ont entendu. Ce que nous avons vu, c'est de l'énergie, c'est de l'apothéose. Il n'y a pas de développement sans énergie. Gouverner, c'est prévoir. Et le président Patrice Talon a compris. Vous avez vu ce qu'on n'a jamais vu depuis 1960. Nous avons l'obligation politique de le dire. Ne pas le dire, c'est que la dynamique doit s'arrêter. Et parce que nous ne voulons pas que la dynamique s'arrête, nous sommes obligés de continuer. Donc, le coordinateur a parlé, et je crois en toute humilité que nous, en tant que ministre conseiller, notre objectif, nous sommes dans la stratégie. Notre objectif, c'est de mettre la lumière sur les actions du gouvernement. Révéler au monde ce qui a été fait et ce qui reste à faire. La 6e édition de la foire interdépartementale du mois du consommant local du Borgou et de l'Alibori a été lancée sur l'esplanade du marché Zongo, organisée sous le thème investissement agro-industriel, valorisation des savoir-faire locaux et accès au marché. Eh bien, cette foire est une occasion pour les forains de faire la promotion des produits locaux. Ikiliruguno Sero et Jiska Apouvi. 5 produits locaux sont à l'honneur lors de cette foire interdépartementale du mois du consommant local. Pendant une semaine, plus de 100 forains vont animer les stands dédiés à la promotion des produits made in Bénin à Parakou. Une attention particulière a été portée à 5 produits phares de notre pays, notamment le poulet, le manioc, le miel, le sésame et le secteur des cosmétiques. Durant cette semaine, les stands que vous découvrirez ne seront pas de simples vitrines commerciales. Ils seront des reflets de notre ingéniosité, de notre savoir-faire et de notre identité. Cette foire est donc une opportunité pour les populations de se réapproprier l'économie locale à travers les produits exposés par les forains. Cette initiative vise l'accompagnement des entreprises exerçant dans la production et la transformation des produits locaux. Elle constitue un espace d'échange commerciaux. Nous travaillons main dans la main avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, notamment à travers notre projet Cascade, mis en œuvre en consortium entre CARE International et GAIN. Et ce partenariat met en lumière l'importance du secteur privé comme véritable pilier de la transformation agroalimentaire. Venus de plusieurs localités du Bénin, les forains espèrent réaliser de bonnes affaires à cette 6e édition de la foire du consommant local. Vous avez le thé Timo, qui est un régulateur hormonal, et également pour le stress, les difficultés à s'endormir. Promoteur de la marque de liqueur qu'on appelle Alors Soto. Alors Soto, c'est une liqueur locale faite à base du vin de palme distillé, aromatisé par des épices, différentes épices. Pendant 8 jours, les populations de Parakou et environ sont invitées à l'esplanade du marché Zongo pour découvrir le génie des PME locales. Une célébration, 2 événements majeurs lancés samedi à Parakou. Pour ses 25 années d'existence et d'engagement au service du développement, la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin dresse son bilan et se projette. À l'occasion, elle a lancé le 2e Salon international de la radio et du numérique, un événement placé sous le thème « La radio intelligente ». Ronald Robinson et Abdoulofou Idrissou. 25 ans d'engagement, de passion et de proximité avec les communautés. La Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FERCAB, célèbre son jubilé d'argent. L'histoire de la FERCAB est celle des femmes et des hommes dévoués. Je rends un vibrant hommage à tous mes prédécesseurs qui, avec courage et vision, ont jeté et consolidé les fondations de notre fédération.
Dans le même élan, la FERCAB lance la 2e édition du Salon international de la radio et du numérique, placé sous le thème « La radio intelligente ». Nous allons explorer comment l'intelligence artificielle et plus généralement la technologie peut être un allié pour le journalisme de proximité en améliorant la production et la diffusion en langue nationale et de façon responsable. De 2017 à 2022, plus de 5000 émissions en langue nationale et 300 magazines et enquêtes ont été produits sur la gouvernance locale, l'accès aux services sociaux de base et la prévention de l'extrémisme violent. Aussi, voudrais-je souhaiter que les conclusions qui seront issues des échanges donnent des recommandations pour un meilleur devenir des radios communautaires dans le contexte de floraison des réseaux sociaux, mais aussi dans un contexte d'un Bénin tout jeune, avec une population jeune. Autorités locales, représentants du ministère du numérique et de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ont salué la résilience et la vitalité de la FERCAB. Plusieurs actions sont en cours: la digitalisation des infrastructures de communication, la formation des acteurs des médias aux outils numériques, la promotion de la connectivité dans les zones rurales et la mise en place d'un écosystème médiatique inclusif et résilient. Notre ambition est claire, que chaque radio communautaire du Bénin devienne une radio connectée. Des participants au salon sont venus de la sous-région ouest-africaine partager et s'inspirer des meilleures pratiques. Une cérémonie de distinction a honoré les partenaires de la FERCAB ainsi que les lauréats du concours de production Radio FERCAB. C'est une étape majeure pour l'enseignement technique et professionnel au Bénin. Le gouvernement, avec l'appui de la Banque africaine de développement, a procédé au lancement officiel du projet de développement des compétences pour l'emploi dans les secteurs prioritaires phase 1. Un projet ambitieux qui place l'agriculture et l'énergie au cœur de la formation des jeunes à travers 3 établissements modernes, celui de Kpomensé, Atiémé et Tchaoro. Mathieu Sokenou et Blaise Adangpo. 3 établissements, 3 pôles d'excellence. À Kpomensé, Atiémé et Tchaoro, de nouvelles infrastructures vont changer le visage de la formation technique et professionnelle au Bénin. Ici, les ateliers vont se moderniser, les équipements seront renouvelés et les jeunes vont s'ouvrir à des secteurs économiques prioritaires. Ces transformations prennent racine dans le projet de développement des compétences pour l'emploi dans les secteurs prioritaires phase 1. Une initiative du gouvernement du président Patrice Talon, soutenue par la Banque africaine de développement. L'objectif global du projet est de contribuer au renforcement des compétences et qualifications des jeunes, femmes et hommes, pour une main-d'œuvre plus innovante. 3600 emplois directs créés, 1500 apprenants diplômés, dont un quart de filles, 40 enseignants recrutés, 200 formés et 3 incubateurs pédagogiques déjà opérationnels pour encourager l'entrepreneuriat local. Au-delà des infrastructures, le projet favorisera le renforcement des capacités des enseignants et formateurs dans l'usage des équipements, déploiera des programmes de reconversion professionnelle de 800 diplômés sans emploi et de formation intra-entreprise. Nous voudrions affirmer au nom de nos collègues, mais notre engagement total aux côtés du gouvernement, des partenaires et de l'ensemble des acteurs impliqués pour faire de ce projet un succès total et exemplaire. Avec un financement de plus de 88 millions d'euros, le projet de développement des compétences dans les secteurs prioritaires pose les bases d'une formation plus inclusive, plus innovante et tournée vers l'employabilité des jeunes. 80 ans des Nations Unies au Bénin, la célébration continue. Elle est placée sous le signe du développement durable et du multilatéralisme. À l'occasion, une foire se tient sur l'esplanade de l'Amazone. Autre activité mobilisatrice, la marche des différents acteurs du système des Nations Unies. Estelle Pazou et Rodrigue Blandomain. Sur l'esplanade de l'Amazone, ce stand attire la curiosité. Nous sommes une entreprise de valorisation ou de transformation des déchets en énergie et le biogaz pour la cuisson et l'électricité, mais aussi en engrais verts. Des solutions durables en parfaite cohérence avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Nous sommes dans le développement durable, dans l'économie circulaire et surtout dans l'énergie renouvelable, la biomasse énergie. C'est au cœur de cette foire qui retrace les avancées dans chaque secteur d'intervention que les Nations Unies fêtent 80 ans.
Une occasion de rappeler que les défis mondiaux ne peuvent être relevés que par une coopération multilatérale forte et solidaire. L'ONU est plus qu'une institution. C'est une promesse vivante qui transcende les frontières, jette des ponts entre les continents et constitue une source d'inspiration pour toutes les générations. Le Bénin, à l'instar de nombreuses autres nations, s'est inscrit dans le sillage de cette vision multilatérale, trouvant dans l'ONU un cadre propice à son émancipation, à son rayonnement et à son engagement pour un monde plus équitable. Une marche citoyenne a lancé la commémoration, symbole de la cohésion autour des efforts pour un avenir durable, inclusif et sécurisé. Voilà, c'est la fin de ce bulletin, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci, génial, la Fouda Monsiagoka. Merci de l'avoir présenté. On va se retrouver certainement demain, mais tu restes un petit moment avec nous, d'accord? Bah oui, écoute, nos téléspectateurs ont toujours envie de t'entendre. Alors, Ghislaine, bonjour, ça va? Bonjour, H. Merci de retrouver, de rejoindre l'équipe. Comme j'aime bien le dire, c'est la bande ABLB, hein, la bande à Bonjour le Bénin. Heureuse. Eh oui, toujours. Allez, oui. Enfin, on se comprend parce que là, la coulisse avec elle. On va faire comment? Bah oui, c'est pas évident. Ce sont les aléas du direct. Vous savez, les matins, c'est pas évident. Oui, avec la circulation parfois, malgré toutes les précautions que vous prenez, vous tombez dedans, surtout pour nous qui venons de la banlieue de Calavi. Là. De la cité d'Ottawa, là, c'est compliqué pour nous. C'est exact. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Journée plutôt insipide au démarrage ou journée solaire? Le sacré mot. C'est une question que je vous pose. Une journée solaire au démarrage. Assez rayonnante. Assez rayonnante. Oui, et Patrick, et toi, insipide? Non, ce n'est pas une journée fade. C'est pas une journée Il y a de la saveur dedans. Il y a de la saveur dedans, n'est-ce pas? Même s'il y aura des AVC par-ci, par-là. Non, mais c'est de la bonne. Non, mais qu'on le veuille ou pas, quelque part, actuellement, il se déroule une opération chirurgicale du cœur. Mais ce n'est pas notre souhait. Allez, on rejette ça avec beaucoup de fermeté ce matin. Allez, on le rejette, n'est-ce pas? On le rejette ça pour live. On dit aussi tout fait. Allez, excellente matinée, oui, Patrick. AVC, ça peut être activité virale cordiale. Ah oui, voilà. Patrick, oui. Les acrostiches, AVC, ça peut être quoi d'autre encore, Patrick? Activité vitale. D'accord. Vital. Le C, j'ai dit charitable ou cordial. Oui. Sacré Patrick. Des événements à la une aujourd'hui, il y en a pas mal, il faut le dire. Hein. Nous allons à la découverte de ces événements-là tout de suite avec Patrick Diosso. Pendant que ma bien-aimée Génial, Fouda Monsiagoka, nous quitte, on la retrouve demain. Merci Génial. Elle ne quitte pas. Elle nous pose compagnie. Voilà. Voici événement à la une. On démarre par l'éphéméride de ce 29 octobre. Patrick. Oui, 29 octobre, nous démarrons par l'éphéméride. Oui, nous allons d'abord en Amérique. En Amérique et principalement aux États-Unis d'Amérique. 1911. 1911, c'est le 29 octobre 1911 que Joseph Pulitzer est décédé. Pulitzer, c'est celui qui a donné naissance au prix Pulitzer. Un prix sublime, un prix prestigieux qui permet de décerner des récompenses, $15,000 US, c'est pas peu, à tous ceux qui excellent dans des domaines, d'abord en matière de journalisme, ensuite en littérature, en musique, etc. Le prix est décerné par Joseph Pulitzer. C'est lui qui est un magnat de la presse. D'accord. Il était un éditeur, un grand éditeur américain. Il est né hongrois et il est décédé américain. Il est né en Hongrie, à Mako, en Hongrie, et il est décédé en Californie, en Caroline plutôt, en Caroline du Sud, aux États-Unis. Et celui-là a été l'un de ceux qui ont fabriqué
ceux qui ont donné un punch spécial à la presse, parce qu'il a utilisé des systèmes d'investigation qui n'étaient pas des systèmes d'investigation journalistique pour pouvoir montrer que le journaliste peut aller en investigation comme un policier. Et il a considéré que le journalisme, c'est un métier à part entière et non entièrement à part, et qu'on peut s'y atteler, on peut s'y mettre de tout corps, de tout cœur. On le lui doit alors. Oui, on le lui doit. Donc, grâce à lui, le journalisme a pris de l'ampleur aux États-Unis et puis un peu partout dans le monde. Joseph Pulitzer, il est décédé donc le 29 octobre 1911 aux États-Unis. Et on en vient des États-Unis, on en vient en Europe. En Europe, d'accord. En Europe, on vient à l'année 1959. 1959, c'est l'année où est née une bande dessinée qui est née à travers un périodique pilote. Et cela se passait en Italie. Et le périodique pilote a sorti la bande dessinée Astérix, les aventures d'Astérix. Le grand Astérix. Oui. Astérix et Obélix. Astérix et Obélix. Oui. Et donc c'est Albert Uderzo et René Goscinny, un écrivain et un scénariste qui se sont mis ensemble pour créer le personnage Astérix. Astérix, le petit Gaulois, très fort, très ingénieux, très rusé, et qui avait de la force grâce à la potion magique de Panoramis. Donc le Panoramis, le druide, fabrique la potion magique. Obélix, qui est l'ami de Astérix, lui, il est tombé déjà dans la potion magique dès sa naissance. Donc il est grand de taille et il a déjà... Oui, gros, grand. Et il a assez de force, il n'a pas besoin de potions magiques. Et Panoramis, le druide, dans Astérix, on a Assurance tout risque, qui est le barde, le chanteur. Assurance tout risque. Donc dès qu'il commence à chanter, tout le monde se ferme les oreilles. Et il y a Abrahacoussis, qui est le chef de toute la bande, de tout le village, un village de Gaulois irréductibles, des Gaulois qui ne veulent pas suivre la loi de Jules César, le Romain. C'est une nostalgie en tout cas. Alors finalement, Astérix et Obélix qui représentent l'irréductible résistance gauloise face à l'occupation romaine. Exactement, oui. Alors, Astérix, la bande dessinée est née le 29 octobre 1959. Et à partir de là, de cette bande dessinée, il y a eu beaucoup de versions, il y a eu beaucoup de traductions en plusieurs langues. Il y a eu une centaine de langues traduites et la bande dessinée a donné naissance à des dessins animés qui ont donné naissance à des films. Et il y a un des films qui a été vraiment Astérix et chez Cléopâtre, la reine Cléopâtre d'Égypte. Bon, il y a beaucoup de films qui sont nés à partir de là et des acteurs très connus ont joué dans ces films. Dans ce film. Donc voilà, 29 octobre 1959, qui a été la première sortie d'Astérix et Obélix. Gérard Depardieu a joué dans le film, non? Oui, Gérard Depardieu a joué dans le film. Je me souviens avoir regardé ce film-là, très intéressant en tout cas. Très intéressant. Astérix et Obélix, c'est une image symbolique finalement de la France, n'est-ce pas? Exactement, oui, les Gaulois. Et justement, c'est Depardieu qui a joué le rôle d'Obélix. Oui. Très gros, grand. Arrête ça, Patrick. Allez, de l'Europe, on va... Oui, de l'Europe, on descend en Afrique. Et en Afrique, on vient juste à côté du Bénin. On va au Nigeria. Le 29 octobre 2006, il y a eu un crash au Nigeria. Un crash d'un avion airline, un avion qui partait d'Abuja pour Sokoto. Et ça rappelle une anecdote. Non, c'est pas une anecdote, c'est un proverbe entre Chokoto et Sokoto. Oui. C'est en Yoruba. Bon, oui, je sais pas. Si, oui. On dit comment? On dit ça comment? Ça va revenir tout à l'heure. Non, c'est pas vas-y, dis-nous. Mais c'est ta chronique, renseigne-nous. Peut-être qu'en le disant, ça va me venir. Renseigne-nous.
On tient un chocoto. On tient un socoto. Enfin, je m'en doutais en fait. Raison pour laquelle je ne voulais pas s'essayer. En fait, ce que tu veux aller chercher à Sokoto, c'est dans ton chocoto. Ah, ok, d'accord. Dis-nous ça, Gislaine. On tient chocoto. Non. Et ni sokoto. La phrase ne me revient pas, mais c'est une phrase yoruba que ma mère me répétait presque tout le temps pour me dire que ce que tu veux aller chercher loin, c'est à côté de toi. C'est juste à côté de toi. Ne va pas chercher loin. D'accord, très bien. Il y a une façon de dire l'expression. Je risque franchement de le corriger. C'est pourquoi je. C'est pas bien grave. On évolue, Patrick. C'est pour dire à un enfant qui voit loin, c'est-à-dire tu cherches ailleurs, tu es envieux, alors que ce que tu as te suffit en quelque sorte. Oui, voilà, c'est bien l'expression. Alors, le 29 octobre 2006, il y a eu un crash d'un avion qui a décollé à peine d'Abuja et qui s'est écrasé. Un avion où il y avait 100 passagers et 5 membres d'équipage. Parmi tout le lot, il y a eu 96 personnes qui sont décédées, 9 rescapés. Et les 9 rescapés, ce n'est pas simplement les membres de l'équipage. Il y avait des passagers qui ont pu sortir indemnes de ça. Et devoir de mémoire ce matin. Devoir de mémoire, oui. Alors, on atterrit maintenant au Bénin. Au Bénin, oui. Au Bénin, depuis le lundi, on a commencé ce qu'on appelle le CQM. Mais est-ce que vous savez que cela a commencé depuis 2014? Alors, en 2015, on a pu retrouver les images de la deuxième édition qui s'est déroulée à Djougou, deuxième édition du CQM, le certificat de qualification des métiers. Et c'était avec les couturiers. Oui, voilà, les couturiers, couturières. Oui, c'était à Djougou. Donc, deuxième édition. Il n'y avait pas beaucoup de personnes pour participer, mais maintenant, on est à des centaines de candidats. Il faut dire que ça a bien évolué alors. Oui, ça a bien évolué. Ça a énormément évolué. Aujourd'hui, c'est tous les corps de métier Oui, c'est tous les corps de métier, oui. Et au début, il y avait juste 4 corps ou 5 corps, mais ils n'étaient pas très nombreux. Et quel est le lien avec le 29 octobre? Oui, c'est le 29 octobre qu'il y a eu le lancement officiel de la deuxième édition en 2015. Donc, il y a 10 ans, exactement aujourd'hui, jour pour jour. Voilà. Merci, Patrick. L'éphéméride du jour. C'est important. Si on pouvait retrouver une de ces maîtresses couturières du temps, elle nous aurait un peu raconté ce que ça lui a rapporté aujourd'hui, histoire de donner un peu plus d'émulation aux jeunes, quoi. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a certains aujourd'hui, quand ils vont en apprentissage, dès que les examens approchent, les filles disparaissent. Ah bon? J'étais chez ma coiffeuse la dernière fois, elle s'en plaignait, beaucoup de ces filles sont parties à quelques mois de l'examen. À cause de quoi? C'est la paresse. De l'examen la peur de l'examen, le fait d'aller affronter des épreuves. Elles sont stressées, angoissées. Il y a une sorte d'anxiété liée sans doute. Bon, on le ressent tous d'une certaine manière aussi. Hein. Mais on ne prend pas pour autant la tangente. La tangente, ça c'est vrai. Les métiers sont devenus très professionnels et c'est bien structuré. Oui. Bien structuré. Et certains n'ont pas cette habitude de se sentir professionnel. On veut juste jongler. Exactement, la plupart veulent juste jongler, c'est pour ça qu'il faut. Alors que quand on professionnalise ça, à cause de l'examen, justement, du fait que c'est devenu professionnel, même les intellectuels, bon, je ne vais pas dire seulement les intellectuels, des gens qui ont même déjà de gros niveaux d'études, des étudiants qui vont faire de l'apprentissage, qui veulent aussi se perfectionner en couture, en coiffure, dans les métiers, les corps de métier, les différents corps de métier. Je pense que c'est une bonne chose, cet examen. D'autres événements à la une aujourd'hui, Patrick, on y va? Journée mondiale de l'Internet. Ce n'est pas la journée, la première journée mondiale, enfin la seule journée mondiale. Il y a journée mondiale de l'Internet, journée mondiale de l'Internet sans portable, enfin de journée mondiale du portable, du sans portable, c'est plutôt ça. Et la journée mondiale de l'Internet, aujourd'hui 29 octobre, c'est parce que c'est un 29 octobre qu'il y a eu le premier message fait entre deux ordinateurs.
Oui, donc c'est la naissance même de l'Internet, pour qu'on puisse communiquer entre deux ordinateurs, et c'est une société qui a lancé, et ça s'est généralisé, et ça se passait aux États-Unis. Donc ça s'est généralisé pour qu'on puisse avoir une connexion entre des ordinateurs qui ne soient pas même dans un même pays, mais qui soient reliés par fibre, par satellite, par tout ce qu'il y a comme c'est l'origine même de l'Internet, on va dire. C'est l'origine même de l'Internet. Alors, origine aussi, mais ce n'est pas une origine totale. Le 29 octobre est aussi la journée mondiale de l'AVC, accident vasculaire cérébral. Une journée mondiale qui permet de penser positivement à tous ceux qui sont atteints par cette maladie. Et cette journée nous pousse à dire que, quand on a recherché, le slogan de cette année, c'est « Chaque minute compte ». Chaque minute compte, pour montrer que c'est un mal qui est en train de prendre de l'essor et qu'il faut se surveiller son entourage, celui qui est son proche, votre vis-à-vis, parce que ça peut se passer du jour au lendemain. De la minute d'avant à la minute d'après. C'est pas quelque chose qu'on prévoit, en fait. Oui, ce n'est pas quelque chose qu'on prévoit. Et j'ai une petite pensée pour notre ami Ghislain. Il se porte bien. Ghislain Poguet, à qui nous disons un grand coucou. On fait un grand coucou ce matin. Alors, les chiffres sont alarmants. On a dit que chaque année, il y a 15 millions de personnes qui sont touchées par l'AVC. Chaque année. Et parmi ces 15 millions de personnes, il y a 5 millions de décès. Ce n'est pas peu. Et 5 millions de personnes qui sortent avec des handicaps. Oui. Donc, les 5 autres millions s'en sortent, mais ils ont quand même subi l'AVC. D'accord. Et c'est ça qui fait que cette journée, il faut prier pour tous ceux qui... Et quand vous dites même qu'il faut se surveiller ou qu'il faut veiller l'un sur l'autre, c'est parce que, qu'on le veuille ou pas, ça paraît subi, mais l'accident vasculaire cérébral se signale toujours. D'accord. Oui. Toujours. Il y a des signes annonciateurs. Mais malheureusement, on ne fait pas attention. On ne fait pas, oui. On fait avec, on se dit, bon, peut-être c'est passager, surtout quand peut-être on a un petit bégaiement qui n'est pas habituel. On se dit, bon, peut-être... Mais ça va passer. Et puis, ça passe. Voilà une journée comme ça et on n'organise rien, comme le cancer du sein, le cancer Non, c'est sûr qu'il doit y avoir des activités parce qu'il y a des gens. D'abord, heureusement de parler des signes annonciateurs. Pourquoi ne pas organiser des séances de sensibilisation pour informer les gens sur ces petits gestes-là? Si on doit se surveiller, il faut que je sache... quels sont les signes réellement et tout ça. Bon. Oui, il y a des signes annonciateurs. Et il faut qu'on apprenne vraiment à les détecter. Et nous étions à une activité et un monsieur, il a commencé par à s'arranger. Personne ne comprenait pourquoi il essayait d'enlever sa cravate et c'est comme s'il avait subitement chaud. Il étouffait, en fait. Et paf, il est tombé. Mais personne n'a eu la vivacité. Dès qu'il a commencé par faire ce geste, et lui-même, ses mouvements étaient désordonnés, personne n'a eu la vivacité de l'aider à défaire. Faisons donc attention autour de nous. Le moindre geste devrait nous alarmer. Oui. Merci Patrick Diossou pour avoir mis en lumière cette journée mondiale de lutte contre l'AVC. Et bien entendu, Heureuse nous dira ce matin comment entretenir nos cœurs, n'est-ce pas? Parce que comment veiller à la santé de son cœur. Les cœurs sont étroitement liés. Et je dirais même qu'ils partagent même des facteurs de risque que la spécialiste viendra nous dire. Et on nous dit souvent que ceux qui ont eu un AVC dans leur vie auront probablement des problèmes cardiaques. C'est-à-dire que l'AVC pourrait causer des problèmes cardiaques, même si vous aviez un cœur qui se portait très bien. Mais après l'AVC, vous pourriez avoir un problème cardiaque. Et dans le sens inverse, un problème de cœur pourrait causer un AVC. D'accord, c'est compris. Instant santé, à présent avec notre spécialiste et le médecin cardiologue Joyce. Remets-nous à notre invité dans Instant santé.
Alors, heureuse? Bien sûr, je suis là. Nous sommes en plein dans la rubrique Instant Santé. Je vais inviter tout de suite les téléspectateurs à suivre ce reportage réalisé par Génial Afouda Moussi Agboka qui nous informe sur comment nous devrons entretenir notre cœur. Il faut que nous ayons un cœur sain. Voici son reportage. Quand il cesse de fonctionner, c'est qu'il n'y a plus de vie. Vous l'aurez sans doute deviné, cet organe, c'est le cœur. Situé dans la cage thoracique, ce muscle battant de la taille du poing est essentiel au bon fonctionnement du corps. Le cœur, c'est un appareil qui est chargé d'aspirer et de refouler le sang. Dans cette activité, le cœur va permettre l'échange d'oxygène et de CO2 au niveau du poumon. Ça va permettre donc l'élimination du CO2 et l'entrée d'oxygène qui va être apportée aux cellules pour leur métabolisme. En faisant leur métabolisme, les différentes cellules vont produire des déchets. Et c'est dans la circulation du sang que ces déchets-là vont être éliminés également. Le cœur va agir au niveau de certains organes par la production des hormones pour agir à distance et transporter également les hormones d'autres tissus pour les apporter à des cellules qui en ont besoin. Avec autant de fonctions indispensables pour la survie, une bonne santé cardiaque s'avère donc primordiale, d'où l'intérêt d'y veiller. L'utilisation requiert donc des activités physiques qui doivent être adaptées à l'âge, d'accord? Et également, il faut donner à ce cœur les éléments dont il a besoin selon les pathologies qu'on peut avoir. C'est un organe essentiel dont il faut bien prendre soin. Et ça, Apollinaire Kendi l'a compris. Il vient d'ailleurs pour la première fois de sa vie faire un check-up chez le cardiologue. L'ECG est quasi normal. Il y a juste une petite anomalie pour laquelle vous n'aurez aucune sensation. Même si on le trouve bien, si c'est négatif, je peux consulter le médecin de temps en temps. Les maladies cardiovasculaires sont la cause de décès au monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elles provoquent 31% des décès prématurés, avec pas moins de 400 morts par jour. Voilà, le cœur, un organe vital, heureuse d'annoncer. Oui. Oui. Et puis, Génial a si bien entamé son reportage en le disant, lorsque le cœur cesse de fonctionner... C'est qu'il n'y a plus vie. Il n'y a plus vie. Et elle a bien chuté également en disant on a au moins 400 morts par jour liés à cela. Donc, c'est vraiment important de le dire. Et comme Ghislaine a eu à le notifier, il faut maximiser ses actions de communication sur comment entretenir son cœur, comment éviter les accidents vasculaires cérébraux et tout ça. Et nous sommes dans la même dynamique en invitant sur ce plateau notre cardiologue du jour, Joyce Roumenou, n'est-ce pas? Merci d'être là. Bonjour, docteur Roumenou. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Alors, le cœur, on en parle tellement, mais on n'en parle jamais assez. Pourquoi c'est si important d'entretenir son cœur? Alors, je vous remercie d'aborder ce sujet qui est d'autant crucial aujourd'hui parce que, vous savez, aujourd'hui, la maladie cardiovasculaire représente la première cause de mortalité au plan mondial. C'est-à-dire que quand on prend toutes les pathologies confondues, aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité avec plus de 17 millions par an. Donc, c'est une information essentielle, il faut que tout le monde le retienne. Et ces données sont valables aussi bien dans les pays développés que les pays en voie de développement comme le nôtre. Ici aussi, vous avez déjà une fois certainement entendu dans votre entourage qu'un proche, que ce soit un parent ou un ami ou un collègue, a fait une complication cardiovasculaire et on en parle de plus en plus. Donc, c'est sans discrimination de race, de classe et tout ça. Même d'âge. Parce qu'entre-temps, on pensait que c'était l'apanage des personnes âgées. Des adultes. Mais aujourd'hui, on retrouve beaucoup de complications cardiovasculaires chez les enfants. Jeunesse. Chez les personnes jeunes. Donc, il est important d'en parler. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait nuire au cœur? Alors, qu'est-ce qui pourrait nuire au cœur? C'est vrai que quand on en parle, beaucoup de gens demandent quelles sont les causes de ces complications cardiovasculaires qu'on rencontre au quotidien. Souvent, on les désigne par un terme
qu'on appelle facteur de risque cardiovasculaire. Parce qu'on ne va pas identifier un seul élément qui, à lui seul, cause des complications. Mais c'est un ensemble de circonstances qui agissent ensemble pour favoriser la survenue des maladies. Un ensemble de circonstances qui agissent ensemble. Et ces circonstances, ce sont les facteurs de risque cardiovasculaire qu'on va encore ranger en 2 groupes. Il y en a sur lesquels on ne peut pas agir parce qu'ils sont un peu propres à nous. Et il y en a sur lesquels on peut agir, ils sont modifiables. Heureusement, ce sont les plus nombreux. Ceux sur lesquels on ne peut pas agir. Quand on est un homme qu'on a plus de 50 ans, quand on est une femme qu'on a plus de 60 ans, on est un peu plus à risque. Quand on est de sujet masculin, le sexe masculin en lui-même, c'est ça, c'est cette partie-là précisément qui m'étonne à chaque fois que je lis, je suis des émissions et autres. Le sexe masculin est plus à risque. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est vrai, les hommes vont se demander si c'est une discrimination négative en leur faveur. Est-ce que c'est leur morphologie? C'est une discrimination de la nature. Qu'est-ce qui explique la chose? Ce ne sont pas les femmes qui ont fait cette discrimination. C'est parce que les femmes, tout au long de leur vie, jusqu'à un âge donné, elles sont protégées par certaines hormones qui sont produites par l'organisme naturellement. Ces hormones, on les appelle les œstrogènes. Et cette protection va disparaître dès qu'on passe le cap de la ménopause. Voilà pourquoi on dit 60 ans. Encore qu'aujourd'hui, ce n'est plus forcément 60 ans tel que caricaturé, parce qu'il y en a qui iront à la ménopause beaucoup plus tôt, sachant que cette protection que les œstrogènes apportaient disparaît à la ménopause. Voilà pourquoi on dit le sexe masculin, à cause de cette protection dont les femmes bénéficient. C'est pas parce qu'on les fatigue souvent, hein, c'est ce qu'ils disent. Hein. Les femmes, vous nous fatiguez souvent, vous nous stressez, les difficultés de la vie et tout. Quand on aborde le sujet, la balle se lance dans les femmes. Les femmes disent ce sont les hommes, les hommes disent ce sont les femmes. Alors, et après, il y a les antécédents dans la famille. Si par hasard un homme a des œstrogènes, il peut les protéger. En fait, c'est ce qu'on peut comprendre par là. Malheureusement, naturellement, il n'en produit pas vraiment. D'accord. Alors, on continue donc ça, sur la ce sont les facteurs non modifiables dont je disais en dernier. Les antécédents dans la famille, quand on a son père, sa mère, son frère et sa soeur qui ont déjà fait une complication cardiovasculaire ou qui ont un facteur de risque tel que l'hypertension, le diabète, un taux de cholestérol élevé, il faut faire un peu plus attention. Ça ne veut pas dire que quand on a ces 3 facteurs-là, d'emblée, on fera une complication cardiovasculaire. Mais ça veut dire qu'on doit prendre des précautions pour ne pas y arriver. Après, il y a les facteurs qui sont modifiables, les plus nombreux, ceux sur lesquels on va souvent cibler nos actions. C'est d'abord l'hypertension artérielle, qui est le premier facteur de risque cardiovasculaire, parce que tout à l'heure, vous l'avez si bien dit, c'est la journée mondiale de lutte contre l'AVC. Et l'hypertension artérielle, à elle seule, multiplie par 8 le risque de survenue d'un accident vasculaire cérébral. Quand on prend tous les facteurs ensemble, c'est vraiment la première cause de décès par maladie cardiovasculaire. Et dans chaque famille aujourd'hui, presque dans toutes les familles, il y a au moins un hypertendu. Tout à fait. Il y a encore 5 ans, on parlait du quart de la population, 25%, mais là, on est sur les 30%, le tiers de la population. Donc, c'est très alarmant, ça. Très alarmant, c'est très fréquent et c'est vraiment la première cause de décès par maladie cardiovasculaire. Après, il y a le diabète, un taux de sucre élevé dans le sang, qui est tout aussi pourvoyeur de complications cardiovasculaires. Le fait d'avoir un taux de cholestérol élevé, et quand on emploie ce terme cholestérol, c'est pour dire ce qui a rapport au gras. C'est le fait de ne pas avoir une activité physique régulière, d'être sédentaire et pas ricocher de développer une obésité. C'est également le fait d'avoir un stress mal géré. Permettez, avant d'en venir au stress, vous avez dit un taux de cholestérol élevé. Donc, le cholestérol, déjà, ce n'est pas un problème. Maintenant, c'est lorsque le taux est élevé, parce qu'à des moments donnés, on entend même des médecins qui ne s'entendent même pas sur ce point. Il y a le mauvais cholestérol, il y a le bon cholestérol. Tout à fait. Donc, ce n'est pas que le cholestérol en soi est mauvais. Non, c'est vrai que le cholestérol, aujourd'hui, c'est un sujet qui a créé beaucoup de polémiques, même dans les pays développés. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, on a parlé des facteurs de risque cardiovasculaire. Comment est-ce qu'ils vont générer des complications cardiovasculaires? Ce n'est pas un mécanisme dont on entend souvent parler, l'athérosclérose, pour dire qu'il y a des dépôts qui se forment dans les artères, ces tuyaux qui sont censés nourrir les organes de sang. Et quand ces plaques se déposent, elles forment des couches qu'on appelle athéromes, d'où le terme athérosclérose. La composition de ces couches-là est majoritairement constituée de mauvais cholestérol et d'autres éléments circulants du sang. Et voilà pourquoi le mauvais cholestérol représente un risque quand son taux s'élève dans le sang. Dans le sang. Alors, aujourd'hui, vous avez dit ce qu'on peut modifier, c'est déjà nos comportements, notre mode de vie pour maintenir notre cœur. Des conseils? Alors, des conseils, disons que je vais répartir
en 3 groupes. La bonne nouvelle, pour qu'on puisse comprendre l'utilité de ces conseils, c'est qu'on a dit que les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité, mais 80% des complications que nous rencontrons aujourd'hui peuvent être évitées grâce à un mode de vie sain. 80%. Donc, on a beaucoup à gagner. Donc, c'est déjà nous-mêmes maintenant. C'est déjà nous-mêmes. D'accord. Et ces moyens sont à la portée de tous. Ça passe par notre alimentation. Il faut que nous puissions surveiller ce que nous mettons dans nos assiettes. On commence souvent par le sel. Quand vous rencontrez les cardiologues, on demande de réduire la consommation de sel. Simplement parce qu'entre le sel et la tension artérielle, il y a une relation qui est très directe. Plus c'est salé dans l'assiette et plus la tension artérielle sera élevée. Qui dit tension artérielle élevée parle d'hypertension artérielle. Donc c'est quelque chose qui est très basique. Mais quand on regarde un peu dans nos assiettes, nous consommons énormément de sel. Je sais que l'OMS recommande 5 grammes par jour maximum. Mais on a eu le ministre de la Santé en temps qui avait même demandé que le sel soit à table et non pendant la cuisson des repas, mais plutôt d'avoir le sel plutôt à table et de mettre en fonction du goût, mais sans jamais excéder les 5 grammes dans la journée. C'est l'idéal. Disons que l'idéal, c'est d'apporter le sel à la fin, si vous voulez. Même si vous ne l'avez pas à table et que vous le mettez en fin de cuisson de votre sauce, par exemple, ça revient sur le même principe. C'est de ce principe-là qu'il a voulu parler. Parce qu'on en rajoute vraiment beaucoup. Comme je vous dis, quand on regarde, massivement, on dépasse les 20 grammes par jour. C'est énorme. Et on habitue nos enfants à ça. Tout à l'heure, j'ai parlé d'athérosclérose. Mais l'athérosclérose, ça commence pas à se mettre en place depuis la petite enfance. Depuis l'âge de 5 ans, on peut avoir de petits dépôts. Parce que beaucoup en parlent aussi de l'athérosclérose. Alors, en dehors de l'alimentation, en dehors de l'alimentation dans laquelle il y a le sel, il y a aussi le gras. Tout à l'heure, j'ai parlé de mauvais cholestérol. Et plus on a des excès de gras, plus il y aura de mauvais cholestérol. Pour équilibrer moins d'huile. Mais quand je parle d'huile, c'est pour dire aussi moins de beurre, de mayonnaise, de fromage, de yaourt. Vraiment, tout ce qui est gras. Il faut y aller de façon modérée. Le sucre également, parce que tout à l'heure, j'ai parlé du diabète. Il faudrait y aller de façon modérée aussi. On va surveiller tout type de sucre. On a le sucre roux, on a le sucre blanc. C'est lequel il faut... Tout type de sucre est à limiter. Même quelqu'un qui ne prend pas de tout de sucre et qui ne prend que du miel, il va quand même limiter sa consommation de miel. Parce qu'au final, on a quand même du suctre qui est libéré dans l'organisme. Quand on parle finalement, on est perdu là. Donc, tout ce qui est sucré, il faut y aller avec modération. Si je dis je ne prends pas de sucre, mais que je prends beaucoup de miel, je suis en train d'aller dans l'excès. D'accord. On a le sucre qui vient des fruits qu'on appelle le fructose. Même si là encore, je fais des excès, ce n'est pas bon. En toute chose, il faut pouvoir éviter l'excès. C'est de cet excès-là qu'on parle, il faut vraiment l'éviter. D'accord. Je glisse en même temps sur l'alcool. On va pouvoir surveiller notre consommation d'alcool. Il y a des gens, par exemple, qui vous disent, moi, quand je vais à une manifestation festive, je ne prends pas de sucrerie, pas de jus de fruits, je ne prends que de la bière, donc je ne prends pas de sucre. Et après, ils sont étonnés de développer dans les années qui suivent un diabète. Simplement parce que l'index glycémique va s'élever dans le sang quand on est dans l'excès d'alcool. Ça aussi, il faut éviter. Le tabac, il faut éviter. Ça, on ne dit pas de diminuer, il faut éviter. Carrément, laisser tomber le tabac. D'y aller. Quand vous prenez un sujet fumeur et un sujet non-fumeur, le fumeur aura un risque d'AVC multiplié par 2. Ça, c'est démontré. Le non-fumeur aura un cœur probablement sain. Probablement sain, s'il n'a pas d'autre facteur de risque. C'est ça, en fait. Et ce risque, c'est valable pour la chicha. Tout est lié. C'est valable pour la chicha parce qu'on pense qu'on ne fume pas. Qui est devenu un effet de mode aujourd'hui, mais qui représente également un risque. Vous voyez, des gamins, pratiquement, qui fument la chicha, qui prennent la chicha, c'est dommage. J'ai déjà vu, moi, un sujet de la trentaine faire un accident vasculaire cérébral et qui n'avait aucun facteur de risque cardiovasculaire, mais qui consommait régulièrement de la chicha. Les études ont prouvé que c'est un risque pour le cœur, pour les artères. D'accord. Franchement, moi j'ai la chair de poule à la fin de l'entretien. Finalement, on peut devenir son propre ennemi. En fait, c'est ça. Nous sommes nos propres ennemis. Oui, franchement, il ne tient qu'à nous de prendre soin de nous, simplement, de savoir ce qu'il faut manger. Et les médecins auront moins de boulot, en fait. Manger, voilà, ils auront... Faire la prévention cardiovasculaire, c'est un boulot. C'est aussi un boulot, c'est vrai. Moi, par exemple, je fais beaucoup de prévention cardiovasculaire. Ça fait partie du boulot des médecins. Et on va franchement vous remercier. Il vaut mieux prévenir que guérir. Que guérir, mais beaucoup de médecins, franchement, ne savent pas que l'éducation en santé est meilleure qu'à la prise en charge médicale.
Oui, ceux-là se reconnaîtront. Merci, docteur Oumenou, pour ces précieux conseils. On a eu un médecin ici qui a dit que nous mangeons beaucoup. Nous mangeons mal, oui, nous mangeons beaucoup. Finalement, finalement, maintenant, j'ai plus peur. Oui. Ce n'est pas simplement que nous mangeons beaucoup. Nous mangeons du sel, du sucre, de l'huile. Donc, il faut éviter les 3 choses. Je ne sais pas. En excès. Il faut réduire. Sinon, ça va être insipide. Non, elle a dit qu'il faut savoir réduire. C'est qu'il ne faut pas les consommer en excès. Voilà. L'excès qui nuit. Si vous voulez, c'est clair que l'excès en toute chose nuit, finalement. Oui, de façon pratique, pour un exemple pour le sel, par exemple, quand vous mangez un repas, au moment où vous sentez que c'est suffisamment salé par rapport au goût auquel nous sommes habitués, c'est qu'on est déjà dans l'excès. Il faut que ce soit légèrement salé à votre goût, si vous voulez un marqueur. Après, il y a des choses qu'il faut réduire, mais il y a celles qu'il faut privilégier. Tu aimes beaucoup le sel, hein? Tu te retrouves là-dedans, on dirait, non? Mais dans le même temps. Sel, sucre, huile. Du moment où le mal est que même les fruits et légumes, il y a des fruits qui, dans les fruits, nous avons du sucre. Et vous avez parlé de fructose. Et il faut réduire encore ça. Oui, j'ai dit ne pas faire d'excès. Il ne faut pas se cacher derrière des... Je suis dans fruits et légumes. Que je ne prends que des fruits par jour. Et dis, moi, je prends beaucoup de fruits, je préserve ma santé. Sérieusement? Oui. Non, quand on dit consommer des fruits et légumes, on dit bien 5 portions de fruits et légumes par jour. Donc, par exemple, quand on dit portion, c'est pour dire que je ne prends pas toute la pastèque. Ça, c'est un gros fruit. Alors, si je prends tout le fruit, c'est qu'il y a aussi un problème. Oui, c'est une portion. Vous prenez une orange, ce n'est pas la même chose que celui qui prend toute une pastèque. Pastèque, effectivement. Merci, docteur. Merci pour ces précieux conseils. Le message que moi je retiens. En fait, il faut faire de... Ils sont très très sucrés. Il y a par exemple l'ananas plein de sucre qui sont très sucrés, mais il y a une autre variété qui est moins sucrée. C'est ça. Quelqu'un qui a une glycémie à tendance élevée, on m'a dit d'éviter la variété pleine de sucre, par exemple. Très bien. Mais il n'y a pas un fruit qui est contre-indiqué. C'est ça. Tout est permis. Et en fait, le travail nous revient. Nous devrons limiter, sinon être dans un jeûne intermittent. Ma réalisatrice qui me crie à l'oreille, dit mais finalement on va prendre quoi? Finalement on va manger quoi? Est-ce qu'il faut alors aller vers le citron? C'est la question qu'elle me pose. Non, si on fait trop d'excès aussi dans le citron. D'acidité. Alors c'est important, il faut le retenir. Quel que soit ce que l'on prend, il ne faut pas... La modération. Il faut être modéré, voilà, il ne faut pas exagérer. C'est un peu comme la nature. C'est un peu comme la nourriture aussi, quand on parle de régime, dès lors que vous diminuez la quantité de votre repas, vous le ressentez au niveau de votre corps. Oui, vous sentez, franchement, vous... Quand on parle des régimes, moi, je n'ai jamais conseillé cette pratique-là, mes patients, parce que priver l'organisme de nourriture, c'est même générer un stress. Voilà. Quand je le dis, mes collègues ne comprennent pas. On ne doit pas se priver d'un seul repas de la journée. Les 3, il faut maintenant la modération. Il ne faut pas faire comme la tantine qui se prive de repas une semaine, mais la semaine d'après... elle fait le plein. Il ne faut pas oublier l'activité physique. Merci, c'est important. C'est important. Par jour, ne pas rester assis tel que nous sommes pendant plus d'une heure. D'accord. Au bout d'une heure, se lever, faire quelques pas dans votre bureau pendant vous êtes là 2 heures. Hein? Ah bon, non, mais ça, c'est juste temporaire. Voilà, après ça, on va qu'à toutes les courses. Merci, c'est bon. Merci, docteur Oumenou. Franchement, merci pour les instant santé très enrichissant, puisque ça nous parle, ça nous parle tous. On a besoin de bien se porter et le cœur, il est essentiel, n'est-ce pas, pour être bien dans sa peau. On espère vous retrouver sur ce plateau. Avec joie. Avec joie, oui. C'est Joyce. Allez, instant politique, c'est dans un moment avec notre analyste politique Alphonse Moïse. Soudé avec lui, on va tenter de répondre à une seule question. Les démocrates sont-ils au bord de l'éclatement? Est-ce la fin pour ce parti de l'opposition? On va à la pause et on se retrouve juste après pour l'instant échange. Les démocrates sont-ils au bord de l'éclatement? C'est la question qui se pose aujourd'hui après la décision de la Cour constitutionnelle et l'annonce de maître Renaud Agbodjo qui pour un temps se retire de la vie politique. Quels sont les impacts d'une telle décision sur le parti? Quelles leçons peut-on tirer de ces épisodes successifs de la déchirure interne du parti? Les démocrates subsisteront-ils à cette crise? Moïse
Alphonse Moïse Soudé, analyste politique, nous aide à y voir clair. Monsieur Soudé, bonjour. Bonjour à vous, madame, et bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin. Merci d'avance pour les éclairages que vous nous apporterez sur ce plateau. Qu'avez-vous pensé déjà de la déclaration de Maître Renaud Agbojo? Non, je crois que le candidat du Parti Les Démocrates, dans sa sortie, a voulu calmer les jeux. Parce qu'il faut dire, ce qui s'est passé, c'est la cacophonie des ambitions. Donc, il s'est dit, il ne faudrait pas que la crise parte de lui. En se retirant, c'est-à-dire qu'il ramène le compteur à zéro. Et aujourd'hui, les démocrates, ils ont tout intérêt à oublier déjà la présidentielle, parce qu'il n'y a pas que l'élection présidentielle, on en a 3. Donc il y a les municipales et les législatives, ils doivent tout faire pour au moins avoir des représentants. Parce que c'est le fait d'avoir juste 28 parrains qui a posé tout ce problème-là. Donc s'ils s'arrangent désormais pour avoir des maires et des députés, je crois qu'ils vont franchir la barre des 28 députés. D'accord. Et donc, vous pensez qu'ils jouent la carte de l'apaisement? Ce n'est pas une fuite en avant? Non. Comme pensent certains? Ce n'est pas une fuite en avant, parce que il faut dire, le problème du Parti Les Démocrates, c'est un problème de leadership. Et il faut dire les choses clairement. Quand vous faites une comparaison avec la mouvance, le leader de la mouvance, il dirige la mouvance avec la tête. Mais au niveau des démocrates, on dirige avec le cœur. On ne fait pas la politique avec le cœur. Et c'est parce qu'on a voulu faire la politique avec le cœur au sein des démocrates que nous sommes arrivés à ce niveau-là. À un moment donné, le chef doit s'imposer. En politique, on ne fait pas de bienveillance. On ne fait pas de plaisir à tout le monde. C'est-à-dire quand vous avez des objectifs à atteindre, vous vous donnez les moyens de les atteindre. Au niveau de la mouvance, on a désigné un candidat. Les gens ont sonné, mais finalement, ils se sont tus. Mais au niveau de l'opposition, ça n'a pas été le cas. Parce que le talent est resté maître du jeu jusqu'au bout. Et quand vous êtes leader, vous êtes un bon manager, vous restez maître du jeu. Parce qu'au-delà de tout, quand les démocrates ne vont pas participer à la présidentielle, on va dire que c'est le président du parti qui n'a pas su fédérer les énergies. Et nous le disions déjà, avec 28 parrains, il fallait faire très attention. Maintenant, pour moi, il faut fermer cette page. Les pages à venir, à savoir, parce qu'aux dernières nouvelles, les démocrates ont pu déposer leur dossier pour les communales. Donc, ils font partie des 5 partis politiques à avoir respecté le délai imparti par la Sénat. Donc, ils ont compris qu'il faut taire les divergences et voir l'avenir. Alors, Renaud Agbojo, on ne le connaissait pas trop, les populations béninoises ne le connaissaient pas. Certains ont dénoncé sa désignation, Moïse Alphonse Soudé. On lui reproche notamment de ne pas avoir un certain militantisme, on va dire, au sein du parti. Est-ce que ce n'est pas pour cette raison aussi qu'il jette aussi vite l'éponge? Non, il faut faire attention. Moi, j'ai dit, d'abord, c'était un mauvais casting. Que sa candidature soit rejetée par la Cour constitutionnelle, ça en fait. Non, mais est-ce que c'est une raison pour quitter la vie politique? Non, d'abord, c'est un mauvais casting. C'est pas parce que, il faut faire attention en politique, c'est pas parce que la mouvance a choisi un candidat jeune que forcément l'opposition pense qu'en choisissant un candidat jeune, on pourra faire le match. Non, c'est pas ça. Les démocrates ont voulu faire comme la mouvance. Mais ça fait flop, Et puis, celui qu'on a retenu n'était pas connu. Est-ce que même dans le parti, il a monté son degré de militantisme? Parce qu'on a reproché au camp d'en face d'avoir choisi quelqu'un qui n'a pas monté son degré de militantisme. Mais vous faites la même chose. Et ça n'a pas été du goût des caciques, parce que le leader n'a pas su taper du poing sur la table. Aujourd'hui, politiquement, il est sacrifié. Politiquement, il est sacrifié. La seule sorte de parti qui lui restait, c'était de dire, bon, je quitte la politique. Parce que je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à recevoir des coups, parce qu'en politique, on va vous en donner. C'est un monde de loups. Oh, mais oui, et là, il a compris qu'il faut qu'il se cache avant qu'on ne commence pas à lui donner des coups. Après tout, il était un avocat et on a fait des rapprochements par rapport à un certain nombre de situations. Donc, pour préserver sa carrière, parce qu'il a dit, je me retire de la politique pour m'occuper de mon cabinet et de ma famille. C'est important. Donc, c'est pas égoïste? Mais oui, ça veut dire il portait quand même sur son épaule l'avenir d'un parti. En conclusion, je me demande s'il avait vraiment des ambitions politiques. Je me demande s'il avait vraiment des ambitions politiques. Est-ce qu'il n'a pas été parachuté pour être candidat? Parce que celui qui combat politiquement, celui qui c'est qu'il n'est pas venu en politique pour une balade de santé, qu'il est venu pour combattre, ne jette pas l'éponge comme ça. Il a reconnu que, bon, il a été victime des distinctions au sein du parti politique. Il savait
avant d'accepter ce choix-là, il savait qu'au sein de son parti, il y avait des ambitions. Ça n'allait pas vraiment. Il y avait des ambitions qui s'exprimaient et des gens menacés. Parce qu'au-delà de tout, je voudrais qu'on dise au peuple béninois que Michel Sodjinou n'a pas été le seul à avoir menacé de retirer son parrainage. Toute action appelle une réaction. Le comportement de Michel Sodjinou, que je ne justifie pas, mais a été la réaction d'une certaine action. Donc il va falloir qu'aujourd'hui, que tous ceux-là se mettent ensemble pour dire, au niveau de la présidentielle, basta, on oublie ça, mais nous devons nous battre pour qu'on ait des députés, nous devons nous battre pour qu'on ait des maires, pour qu'en 2000, peut-être à la prochaine élection présidentielle, nous ayons au-delà de 28 parrains. C'est très important. Si aujourd'hui on ne continue pas à traîner ce qui s'est passé, c'est que, bon, la prochaine élection va encore rater. Mais est-ce que la suite ne donne pas finalement raison à Michel Sodjinou? Oui, mais Michel Sodjinou, c'est un autre cas à part. Il y a plusieurs Michel Sodjinou au sein du parti. Il n'est pas seul. En fait, c'est la face émergée de l'iceberg. C'est celui qui a joué, comme je le dis souvent, au Django. Il y a des gens qui, chaque fois, disent, bon, pour les intérêts du parti, je vais me sacrifier. Jusqu'à quand va-t-on se sacrifier? Et chaque fois, vous vous sacrifiez. Vous savez, j'ai dit une chose, ce qui se passe aujourd'hui, les Béninois qui observent la scène politique savent que c'est un combat entre deux hommes qui a commencé en 2012. Et chaque fois, vous allez constater le combat entre le président Patrice Talon et l'ancien président Bouni Yayi. Et chaque fois, le président Patrice Talon a toujours gagné. Donc aujourd'hui, la meilleure chose à faire par les démocrates, c'est au sein de leur parti. Est-ce que c'est la fin du yaïsme, finalement? Mais oui. Parce que si le président Yayi, s'il regarde dans le rétroviseur, en 2016, face à Patrice Talon, il a échoué. En 2021, quand on a mis Riquet Madougou pour compétir avec, il a échoué. En 2023, au législatif, il a échoué. Bis repetita. Et chaque fois il se retrouve en face d'une compétition politique avec Patrice Talon, il a échoué. Donc aujourd'hui, qui se dit, si j'aime vraiment, comment on appelle, le parti Les Démocrates, donnons-leur la possibilité d'expérimenter un autre homme, d'expérimenter une autre philosophie. Il doit se retirer carrément et laisser le parti... je crois que le président Patrice Talon, il lui reste encore 2 combats politiques à faire avec Yayi, à savoir les municipales, les législatives après ça, et il prend sa retraite. Donc il va falloir que le président Bouni Yayi, il a déjà donné tout ce qu'il peut donner au peuple béninois, qu'il laisse d'autres puissances politiques éclore au sein de son parti, parce que ça fait partie des reproches. On lui reproche de ne pas avoir un bon leadership, de ne pas avoir un management. Mais je crois que le parti a compris qu'ils n'ont aucun intérêt à s'éclater. Ils doivent se serrer les coudes pour les échéances avec. Mais il y a qu'il faut réussir quand même à mener cette transition sans pour autant faire éclater le parti. C'est là que se trouve le challenge, je pense. Mais oui, et ils se sont battus pour déposer les listes. Ils savent qu'ils sont soutenus par les populations. Mais ce n'est pas parce que vous êtes soutenus par les populations qu'il ne faut pas respecter la volonté des populations. Aujourd'hui, s'ils veulent exister, c'est important. Ils doivent tout faire pour avoir des maires, ils doivent tout faire pour avoir des députés. Parce que ce que nous ne savons pas, peut-être après les législatives, il y aura une recomposition de la scène politique. Personne ne peut dire avec certitude qu'en avril 2026, nous allons tenir l'élection présidentielle. Ça va dépendre du Parlement que nous aurons. Ça va dépendre du Parlement que nous aurons. Ça va dépendre de la configuration. Si un camp se retrouve dans une majorité absolue, on pourrait éventuellement toucher au test. Ça, nous sommes en politique. Donc, il faut qu'on fasse attention. Ils ont intérêt à tout faire pour qu'il n'y ait pas éclatement. Ils ont intérêt pour rassurer le peuple béninois, pour dire nous avons fait un mauvais débat, un mauvais début pour la présidentielle, mais pour les autres, nous serons sur le terrain. Et vous pensez que Bouni Yayi, président de ce parti, va accepter de se retirer facilement On n'a pas besoin de s'accrocher pour montrer qu'on aime un peuple. D'accord. On peut se retirer et travailler. Parce que si le parti des démocrates disparaît avec le départ de Bouni Yayi, c'est qu'on aurait compris que c'est des personnes sans conviction politique qui se sont retrouvées juste pour combattre un système ou même pour combattre un homme. Quand on est jeune, on veut se battre politiquement, on ne se bat pas par rapport à un homme, on se bat par rapport à un système et on construit autour de soi son opinion politique. Parce qu'aujourd'hui, les démocrates ont dit, bon, c'est le parti du peuple, d'accord. Mais quelle alternative crédible vous proposez au peuple? C'est ça la réalité. Parce que ce n'est pas parce que vous avez le peuple de votre côté, entre griffes, que chaque fois
il faut faire ce que vous voulez. Il faut faire les choses dans les règles de l'art. D'accord, d'accord. Alors, finalement, le parti Les Démocrates prend, on va dire, les coups d'une guerre entre deux personnes. C'est ce que vous dites ce matin. Oui. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait que c'est l'un veut utiliser peut-être le parti des démocrates pour penser à revanche politique sur l'autre, mais l'autre n'accepte pas de se laisser faire. Parce qu'il a montré que désormais, quand on a le pouvoir, on dirige le pouvoir. On l'exerce. On exerce avec la tête et pas avec le cœur. Chaque fois que vous allez exercer le pouvoir avec le cœur, vous perdrez. Il y a eu trop dans l'émotion. Oui, il y a trop de bondieuseries, comme je le dis souvent. La politique et les bondieuseries ne font pas bon ménage. Vous dirigez, on vous a remis le pouvoir s'exerce. Et je crois que désormais, les partis politiques vont comprendre que quand on vous donne le pouvoir, vous l'exercez sans tenir compte des sentiments, sans tenir compte des copinages. Et quand vous en tenez compte, c'est que vous allez chaque fois être confronté à des difficultés. D'accord. On a vu hier circuler quelques articles sur une certaine démission de certains du parti Les Démocrates, démission qui n'est pas confirmée à l'heure actuelle. Mais est-ce que vous pensez que dans les prochains jours, certains pourraient quitter le navire? Non, ce n'est pas évident. C'est pas évident. J'ai essayé d'investiguer. Il n'y a pas eu de démission. Aujourd'hui, si quelqu'un décide de démissionner aujourd'hui, il ira aux élections sur quelle liste? Il ne va pas quand même atterrir à la mouvance. S'il atterrit à la mouvance, on va l'accuser de connivence dans ce qui est arrivé. Donc, les gens sont obligés de rester là jusqu'à la fin du challenge. Le challenge, c'est après la présidentielle de 2026. Donc, pour que quelqu'un ne soit pas accusé d'être le Judas par qui on est passé pour détruire les démocrates, ils sont obligés de se serrer les coudes. Parce que quand ils vont démissionner, c'est pour atterrir ou carrément ils démissionnent pour enterrer leur carrière politique. Et beaucoup sont là, ils viennent juste de commencer la politique et ils veulent continuer la politique. Donc, pour le moment, il n'y a pas eu de cas officiels de démission. Au contraire, ils sont en train de s'atteler pour élaborer les listes. Ils n'ont même pas intérêt parce qu'on va comprendre que ceux-là, ils ne sont pas venus faire de la politique, c'est des plaisantins. En politique, la plaisanterie, ça paye toujours. Alors, finalement, Alphonse Moïse Soudé, qu'est-ce qui n'a vraiment pas marché au sein du Parti Les Démocrates? Non, c'est un problème au-delà de Yahi Boni, qui est un peu trop dans l'émotion. C'est un problème de management. Disons les choses clairement, c'est un problème de management. C'est-à-dire qu'on a mis des structures en place, on a voulu désigner les candidats. Ils ont voulu être démocrates, comme le nom du parti. Ils ont voulu être démocrates, mais malheureusement, à la fin, ça leur a joué de sale tour. Donc, désormais, ceux qui doivent diriger ce parti savent qu'il ne faut pas faire dans l'émotion, il faut faire dans le concret. C'est-à-dire, il faut choisir la personne capable de représenter les ambitions du parti. Il ne faut pas toujours chercher à faire comme les autres. J'ai dit, ce n'est pas parce que la mouvance a choisi un jeune, et on a vu sur les réseaux sociaux, dit le pouvoir appartient aux jeunes, que forcément, on est jeune, peut être jeune physiquement et être vieux dans la tête. Donc, c'est celui qui peut défendre un idéal. Et je m'adresse à tous les partis politiques. Il ne faut pas dire que, bon, c'est la saison des jeunes. Est-ce qu'ils ont été préparés? Parce que c'est dans les partis politiques. Vous ne préparez pas les jeunes à conquérir le pouvoir. Ne vous levez pas un matin pour le dire. Romain Ouadahi a été préparé? Non, Romain Ouadahi, aujourd'hui, vous savez, j'ai dit, au niveau de la mouvance, c'est le calme avant la tempête. Pourquoi? Le chef de l'État a encore les manettes. C'est lui qui va élaborer de commun accord avec le chef de parti les listes pour les municipales, les listes pour les, qu'on appelle, pour les législatives. Donc aujourd'hui, personne n'a intérêt à jouer à l'enfant désobéissant. Si vous jouez à l'enfant désobéissant, on vous botte à la touche et on enterre votre carrière politique. Donc, c'est dit, c'est au lendemain de l'élaboration de toutes les listes que vous verrez que ceux qui n'ont rien eu, ils vont bouder. C'est comme ça. En politique, c'est comme ça. Ils attendent que toutes les listes soient déposées. Maintenant, si quelqu'un n'est pas satisfait, il va lever le doigt parce qu'il se dit que ma carrière politique est en train de finir, je n'ai plus rien à perdre, alors il faut que je me retire. Alors, vous pensez, vous l'avez dit tout à l'heure, les démocrates étaient hier, n'est-ce pas, à la Sénat pour déposer leur liste. Est-ce que vous pensez que cette crise va avoir des répercussions sur les prochaines élections? Non, je ne crois pas. C'est pourquoi la démission de Abujo a permis quand même d'aplanir les difficultés. Elle est stratégique, elle est stratégique, c'est-à-dire qu'elle s'est vue que s'il ne fait pas ça, le débat va continuer au sein du parti politique. Les gens vont se donner les coups. Donc aujourd'hui, ils ont compris que nous, au niveau des partis démocrates, ils ont compris que la présidentielle leur a échappé. Mais ils ne doivent pas... Ils doivent s'organiser obligatoirement
pour être présent sur le terrain. Sur le terrain. Oui, c'est ça, parce que les militants ont besoin d'eux. Maintenant, s'ils ne taisent pas leur cacophonie au sein du parti, je crois que ça va voler en éclats. Mais est-ce qu'il y a des chances pour eux aujourd'hui d'être au Parlement, d'être dans les communes, au regard de la loi aujourd'hui qui exige quand même qu'on ait les 20% dans chaque circonscription électorale? Oui, ce n'est pas seulement un challenge pour les sans coalition, sans accord. Non, même les coalitions, ce n'est pas évident parce qu'on ne sait pas parce qu'on a fait coalition. Si celui avec qui j'ai fait coalition, il ne vaut rien dans sa circonscription, ça va poser un problème. Donc, c'est évident que je ne suis pas sûr qu'un parti politique au Bénin aujourd'hui puisse dire qu'il va avoir les 20% dans une souscription parce que cette affaire de fief n'a pas changé. Mais les autres se sont unis. Ils se complètent sur le terrain. Mais oui, c'est pas parce qu'on s'est unis qu'on va se compléter que forcément. Ce n'est pas une question Mais ils ont plus de chance. Les autres aussi ont de chance. Tout le monde a le même niveau de chance parce que c'est le travail sur le terrain qui détermine le choix des populations. Donc, les gens sont en train de faire déjà un travail sous-marin. Au départ, tout le monde s'est concentré sur la désignation du duo pour la présidentielle, mais d'autres ont préféré être sur le terrain pour mobiliser leurs militants. Donc, je dis, ça sera un peu difficile. Je crois que ce débat, on avait déjà mené, ce débat de 20%, ça risque de poser un problème. Et en temps, on a parlé d'un bonus de 2 ans au cas où on n'aurait pas un nouveau Parlement, l'ANC va continuer. Et ça peut entraîner d'autres répercussions politiques. Donc aujourd'hui, tout le monde va se battre. Tout le monde veut avoir 20%. C'est difficile, c'est vrai, mais c'est pas impossible. Est-ce que tout le monde peut avoir... tout le monde a envie d'avoir les 20%. Est-ce que tout le monde peut avoir les 20%? Pas sûr. OK. Donc forcément, si tout le monde n'a pas les 20%, ça va poser un problème. Ça va poser un problème. Et ce que je crains, il ne faudrait pas qu'on se retrouve encore dans le schéma d'un parlement monocolore. Et j'ai dit, si on se retrouve dans un parlement monocolore, c'est quand les gens vont toucher encore au test de la République. Et ça va entraîner d'autres répercussions politiques. C'est pourquoi je dis, la présidentielle d'avril 2016, il faut qu'on attende que le nouveau Parlement soit installé pour qu'on sache qu'est-ce qui va être fait. Parce que nous sommes en politique, les gens tout le temps élaborent des stratégies pour dire, si nous on a la majorité absolue, qu'on a la possibilité de manipuler encore les tests, pourquoi ne pas le faire? On a déjà vécu cette expérience. Donc la majorité va manipuler les tests à son gré et pour satisfaire ses propres intérêts. C'est vous qui le dites, hein? Ben oui, c'est vous qui le dites. Non, en politique, vous ne pouvez pas avoir la majorité et jouer à l'enfant du cœur. Non. Vous ne pouvez pas avoir la majorité et dire, je vais laisser mon vis-à-vis aller sur le terrain. Je vais forcément élaborer des lois pour le coincer. Ça se passe généralement dans les pays africains. Quand on a la majorité, on dit tout m'est permis et on manipule les lois. Alors finalement, quelles sont les leçons politiques que nous pouvons retenir de cette crise au sein des démocrates? Qu'est-ce qu'on retient? Non, moi je dis ces deux choses. Oui. En politique désormais, et vous allez voir quand vous faites la communication politique, on va vous dire qu'il faut un problème de leadership, il faut un problème de management. Parce que dans tout regroupement, il y a beaucoup d'ambition politique. Et vous, en tant que leader, en tant que manager, vous devez savoir gérer, vous devez savoir fédérer ces ambitions politiques pour ne pas faire éclater votre parti. Donc, c'est la leçon capitale. C'est-à-dire que dès qu'il y a des foyers de tension, il faut essayer de les régler. Il ne faut pas banaliser, parce qu'on a banalisé. J'ai dit, le chef de l'État, Boni Yayi, a rencontré Patrice Talon. Il aurait pu le faire quand la crise était, quand on n'avait pas encore, quand on n'était pas encore la date échue au niveau de la Sénat, il aurait pu rencontrer le chef de l'État pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Il aurait pu se porter lui-même en tant que président du parti vers Michel Sojini pour négocier. Parce que l'autre, il a voulu juste qu'on l'écoute. Dans les partis politiques, il faut apprendre à écouter. Parce que forcément, derrière quelqu'un qui fait le rebelle, il y a d'autres éléments derrière qui se taisent. Donc, il n'est pas le seul. Derrière lui, il y a d'autres qui n'ont pas eu le courage de s'exprimer. C'est partout. Il y a notamment des gens qui pensaient avoir un destin présidentiel qui, à nouveau... C'est pas parce que je fais la politique et que je suis un vieux briscard de la politique, forcément. D'accord. Le leadership, le management, ensuite, deuxième chose, vous avez dit? Il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition pour son pays. C'est-à-dire qu'il faut opposer stratégie contre stratégie, programme d'action contre programme d'action. On ne fait pas la politique en voulant chercher à convaincre un homme, mais il faut convaincre la population. Il faut montrer aux populations le bien fondé, tout l'intérêt qu'ils ont à vous confier le pouvoir. Parce que si vous ne proposez pas une alternative crédible aux populations, ils vont préférer rester du côté de l'autre. Merci Alphonse Moïse Soudé. Ce n'est donc pas la fin des démocrates. Non, ce n'est pas la fin. Ils peuvent rebondir. Ils peuvent rebondir. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Merci beaucoup pour cet échange très intéressant. On suivra cette actualité de très près et vous reviendrez sur ce plateau. On en reparlera.
suivra, d'accord? Merci beaucoup et bon matin à vous. À présent, nous allons vous conter autrement l'histoire du roi Béhanzin. Et c'est avec Ghislaine Adimi. Voici pour vous Bénin en mouvement. Alors, l'histoire du roi Béhanzin est une histoire très souvent tronquée. Voilà, une histoire racontée par les autres, mais racontée comme ils le veulent. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité et la chance, je vais dire, d'avoir un digne fils du Bénin qui raconte cette histoire avec... Je pensais entendre un digne fils du roi Béhanzin. Oui, un digne fils du Bénin, du Dahomey. On ne sait jamais, hein, peut-être qu'il a des racines. Oui, pourquoi pas. Ouais. Non, on est tous fils du roi. Voilà. Non, mais merci. Si on le dit, c'est peut-être que vous avez des racines d'Abomey. Peut-être que vous êtes le de ces fils cachés, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ah, d'accord. Bérakel Béni, réalisateur béninois, notre invité ce matin. Bonjour, monsieur Béni. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci et bravo pour ce chef-d'œuvre, n'est-ce pas, que vous avez réalisé. Marvin, ça va ce matin? Oui, ça va. Merci de nous retrouver. Oui. Alors, Ghislaine Adimi, on vous écoute. Alors, comme vous avez annoncé, vous avez planté le décor. Je vous invite à suivre rapidement ce visuel. Béhanzin, le dernier rugissement. Le titre est tellement fort, hein, Rachida. Alors, c'est comme un lion. Je te promets. Et rien que le son du teaser, ça fait boum, boum, boum. On le ressent dans le cœur. On dirait que c'est le roi Béhanzin même qui est en train de marcher, quoi. Bérakel Béni, Béhanzin, le dernier rugissement, ça parle de quoi? Bon, Béhanzin, le dernier rugissement, c'est un film documentaire qui trace la vie du roi Béhanzin depuis l'exil jusqu'à ce qu'il soit, voilà, depuis le Bénin à l'exil, en Alger, et voilà, tout le parcours. Tout le parcours voilà. Du roi Béhanzin. Voilà. Qu'est-ce qui vous a suscité cette envie de retracer le parcours du roi Béhanzin? On a déjà lu beaucoup d'histoires. Ma question était là, qu'est-ce que son film a de particulier? Parce que ce n'est pas ce qui est rare, ce qui n'existe pas. Particulier, et par rapport à tous ces films qu'on a eu du roi Béhanzin, on en a tellement. Hein, franchement, oui, effectivement, il y a plusieurs documentaires, il y a des films dessus. Et qu'est-ce que vous nous apportez de neuf avec celui-ci? Bon, ce projet, c'est un film documentaire, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on a fait appel à des... Déjà l'histoire, ça a commencé déjà par un petit teaser que j'ai partagé sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Et j'étais juste en train d'essayer les outils de l'intelligence artificielle. Okay. Donc, j'ai posté et le lendemain, j'ai vu, c'était à 125 000 vues. Et j'étais vraiment étonné. Il y a beaucoup de personnes qui réclamaient le film, et je me dis, mais c'est de l'IA, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, on veut un film. Donc c'est de là qu'est venue l'idée, et on a fait appel à un historien et plusieurs autres personnes qui ont intervenu sur le projet, et là on a décidé de réaliser un film documentaire. Est-ce à dire que tous les personnages qui ont eu à collaborer avec le roi Béhanzin lui-même vont être régénérés par l'IA. Exactement. Et on va le revivre. C'est la particularité que nous apporte en fait ce film actuellement. Exactement. Le film n'est pas... Quand je voyais l'icône du film, je me dis, mais
Comment ils ont pu avoir un personnage qui ressemble si tant? Donc c'est de l'IA en fait. C'est de l'IA. Ah d'accord. Le roi Béazé renaît de 500 grâce à l'IA. Marvin, ça, on vous remercie pour. Hein? Alors, et quel est l'intérêt de faire renaître le roi Béazé à travers l'IA? Bon, il y a vraiment beaucoup d'histoires sur le roi. On sait que c'est vraiment une icône. Et la particularité de ce film documentaire, c'est de pouvoir raconter l'histoire autrement. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de personnes qui racontent nos histoires. Et on n'a pas vraiment d'histoire de chez nous, genre racontée par des Béninois. D'accord. Donc c'est vraiment l'intérêt de donner de l'information de chez nous. La vraie information. De chez nous. Vous êtes allé maintenant réellement à la source. Voilà, on est allé à la source. Vous avez eu des historiens réels, vous avez eu des acteurs réels qui connaissent réellement l'histoire pour venir nous le raconter à travers l'intelligence artificielle. Exactement. Le film est en cours de réalisation. Oui, on a presque terminé. Okay. On va bientôt annoncer la sortie officielle et ce sera projeté en salle et tout ça. Ah. La véracité des faits, moi, me rassure parce que je crois que ça fait partie des choses qui irritent le chef de l'État. Il paraît qu'il était à des lancements et puis il dit qu'il faut revoir cette partie-là par rapport à la véracité des faits. L'histoire de Béhanzin est aussi assez complexe. Et elle est sujette à pas mal d'interprétations. Et c'est raconté par les deux camps différemment aussi. Un peu comme on nous dit, c'est parce que c'est le lion qui a raconté l'histoire de la forêt qu'il est le roi. Voilà, exactement. Alors, on attend ce qui est su, Ghislaine Hadimi, on sent déjà l'impatience, des internautes à voir ce film-là. On en a encore pour longtemps, là? Non. Très bientôt. Très bien. C'est pas possible de dévoiler ça ici. Non, on n'a pas l'exclusivité. Non, pas on vous a appelé ici pour que vous nous dévoilez qu'on soit les premiers à l'annoncer. Je reviendrai sûrement ici pour dévoiler ce qui est la sortie. Maintenant que vous avez annoncé et que vous avez montré que le film est en cours, est là, parce que dès qu'on voit le teaser, c'est que le film est là. Oui. Le film ne peut que sortir. Alors, quelle assurance vous nous donnez que c'est vraiment pour bientôt? Attendons voir. Mais c'est déjà de combien, c'est quelle durée? Ça va faire moins d'une heure, 52 minutes. Okay. On a prévu 52 minutes. Donc il y a des historiens, plusieurs historiens d'ailleurs, des experts, des chercheurs en histoire qui vont vraiment parler de sa vie et en même temps ça déclenche des images qui sont générées par intelligence artificielle. Ok, donc c'est les deux en fait. Il y aura des personnes réelles qui vont intervenir, il y aura également... Ou c'est uniquement l'image de Béhanzin qui est générée par l'IA. C'est des personnes qui ont parlé et en même temps on voit les images qui racontent en fait ce qu'ils sont en train de dire. Comme c'est juste un film documentaire avec des acteurs comme des historiens. Voilà. Est-ce que vous êtes allé aussi à la Cour royale pour prendre... On a voyagé, on est allé vraiment loin, on est allé chercher les histoires, la vraie histoire. Même là où il est décédé? Les dates sont respectées, tout est respecté. Les époques sont respectées. On a tout fait pour rester vraiment dans l'univers très fidèle. Alors, moi, c'est intéressant quand même, Marvin. J'ai bien envie de t'entendre sur le sujet. Toi qui es notre Miss numérique, c'est fou ce que l'IA peut faire aujourd'hui. Oui, moi j'aimerais juste demander, côté IA, vous avez fait appel à des experts pour pouvoir générer les personnages là dans la réalisation ou vous avez voulu juste le faire vous-même? Est-ce que vous avez fait appel à des experts, à des professionnels? Je suis professionnel de l'IA. C'est ce qu'elle veut savoir. Je suis un expert, vraiment, je suis dedans depuis que ça a commencé. D'accord. Donc on est à la base, c'est vous-même qui faites ça. Voilà. Moi, je réalise, il y a une équipe qui s'occupe de tout ce qui est caméra et moi, je m'occupe de tout ce qui est IA à générer. Ok. Miracle Béni est réalisateur, créateur. Moi, ce que je voudrais vous demander, quel serait l'impact de ce film documentaire? Si vous avez décidé de faire un film documentaire pour nous faire vivre de nouveau l'histoire du roi Béhanzin, c'est sûrement qu'il y a un impact que vous voulez que cela ait sur la population. Bon, moi, le but, l'impact que je veux, ce que je veux comme retour, c'est que les gens vivent vraiment la chose comme si c'était un film,
comme si parce qu'on n'a pas vraiment il y a des archives, mais il n'y a pas vraiment du contenu. Donc l'IA va nous permettre de créer. On est allé dans le palais, on a pris des images et on a recréé des personnages comme s'ils étaient vraiment là. Alors, donc, vu que c'est vous le réalisateur et le créateur, voilà. Si je vous demandais de vous faire un résumé maintenant du film documentaire, de ce que vous êtes en train de tourner. Bon, le en résumé, quelques mots. En quelques mots, bon, c'est la vie du roi Béranger. Oui, racontez-nous juste l'histoire rapidement, en fait. La vraie histoire. Ouais. La vraie histoire? Oui. Bon, moi, je ne suis pas un historien. Mais dans ce film-là, lors de la réalisation, est-ce que vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau au-delà de ce qu'on nous a enseigné à l'école ou dans les films? J'ai énormément appris parce qu'il y a vraiment eu des historiens qui ont abordé des sujets, dont des trucs qu'on ne savait pas. D'accord. Et honnêtement, je préfère garder ça comme exclusivité parce que ce sont des secrets. Et voilà. Je comprends, alors, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On attend avec... Pour sa diffusion, est-ce qu'il y a il y aura des... Bon, ce soit sur les réseaux sociaux ou il y aura des projections? Il y aura des projections. Grand public, il y aura une première très bientôt. D'accord. Et après ça, il y aura... On espère être invité. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Le rugissement, le dernier rugissement, c'est un film. Pourquoi même ce titre? Dernier rugissement. Oui, Pourquoi le dernier rugissement? Pourquoi vous avez choisi le dernier rugissement? Bon, c'est... À la base, moi, c'était juste, voilà, le fait qu'il soit en Martinique et qu'il ne puisse pas rentrer, voilà, au Bénin et tout, Dahomey. Donc, en fait, c'est cette rage-là, en fait, qu'il gardait en lui. D'accord. Donc, c'est ça, vous allez le faire transmettre par le dernier titre. rugissement qui, malheureusement, l'a emporté. Voilà. Ça donne une image forte, en fait. Le dernier rugissement. C'est une image très forte. En tout cas, bravo, Barakel Béni. On attend avec beaucoup de plaisir ce film-là. Ça me rappelle, la chanson Bérou Sama, je ne sais plus, Bérou Sama en Côte d'Ivoire, où on a, avec l'IA, n'est-ce pas, on a reproduit le personnage de Didier Arafat, un personnage qui avait l'air tellement... ça a créé une telle polémique, mais franchement... Pour les Chinois et Chinoises que nous sommes, ça me rappelle ce truc-là. Alors, Ghislaine, d'autres questions à poser? Mais je pense que c'est bon. On a voulu que Barakel vienne ici nous annoncer ce chef-d'œuvre qui est en train d'être réalisé, histoire de nous rassurer réellement que la véracité des faits va être respectée, les périodes, les époques vont être respectées, les dates vont être respectées. Surtout ça. On attend réellement du neuf, parce qu'il y avait tellement de films sur Béhanzin qu'on se demande mais pourquoi un nouveau film sur Béhanzin, il vient de l'expliquer. Et moi, ce qui me plaît surtout, c'est qu'il y a comme dans l'air, il y a comme une sorte de réécriture de l'histoire un peu partout ici au Bénin. Et j'aime bien ce mouvement, j'aime bien cette dynamique qui participe aussi finalement à briser les préjugés, à briser les stéréotypes et à faire un narratif finalement qui nous ressemble beaucoup plus. Voilà, qui nous ressemble beaucoup plus. Parlant de tout ce regain de fibres civiques, de nationalité, il y a aussi Médecin qui a fait Tassi Rangbe, l'arrêt en bande dessinée, mais qui aujourd'hui veut faire le dessin animé. Elle aurait pu être là avec nous, avec Barakel, mais sa santé a pris un coup. Elle devait être là aussi ce matin. Mais elle va nous revenir, donc c'est un autre petit biscuit que je garde. Il n'y a pas de souci, on va le croquer à pleines dents avec beaucoup de plaisir. Merci. En tout cas, nous, on a du plaisir à aller revisiter notre histoire, à voir que les Béninois s'y intéressent aujourd'hui. Idéal. Parce que le colon, ou ce qu'on a toujours eu dans nos cours d'histoire et autres, quelque part, on a vu aujourd'hui à travers la réalité, surtout les initiatives au niveau gouvernemental. Ça, c'est vraiment à saluer. Voilà, c'est vraiment à saluer. Et
Et il y a aussi ce formatage hein, de l'esprit. De l'esprit aujourd'hui, on apprend à aimer notre histoire. Franchement, on apprend à aimer notre histoire. Et par là, on se dit à Godier. Oui, à Godier. Écoute, je suis une Godier, fière de l'être. Barakel Béni, merci franchement d'être passé. Des personnes à saluer peut-être où vous avez été accompagné dans ce projet par la DAC. Je pense, non? Non, voilà. Par qui? Je vous ai vu faire... On a travaillé sur fonds propres. Ah, sur fonds propres, d'accord. Donc là, on est en train de chercher des financements pour quelques trucs, des sponsors aussi. Donc on n'a pas encore trouvé pour le moment, mais on espère. C'est le moment de lancer un appel parce que vous avez dit que le film doit sortir, vous avez pris l'engagement. Donc profitez de ce micro pour lancer un appel et appeler ceux que... Donc je lance un appel pour votre caméra est là. Voilà, pour sponsors. Et voilà, on est vraiment prêts et on veut vraiment raconter nos propres histoires et raconter pas nous-mêmes béninois. Un coup de pouce. Merci Barakel Béni, c'est sûr que votre message sera entendu. La DAC qui aujourd'hui s'investit vraiment beaucoup ça c'est une mission franchement qu'elle se doit. Oui, et on salue hein, le DG de la DAC. Une personne douée d'un savoir immense en plus, et très humble. Et ça, ce n'est pas courant. Oui. Ce n'est pas courant. Donc, Barakel, allez à la DAC et vous n'aurez pas de soucis. Merci, Barakel. Béni, de la DAC. Je prends l'engagement. Merci, Ghislaine Abdimi. Alors, on va ouvrir une autre parenthèse. Oui, et puis on parle de l'IA. On passe la main à Marvin. Miss Numérique, voici pour vous Éducation aux médias. Marvin Promise Ayinadou. Alors, le double numérique, ce que les autres pensent que tu es. C'est la thématique du jour. Oui, bonjour tout le monde, bonjour chers téléspectateurs. Alors sur Internet, on peut être plusieurs personnes à la fois. On peut être la personne qu'on est vraiment, la personne qu'on veut montrer et la personne que les gens voient de nous. Et ce troisième toit, c'est-à-dire la personne que les gens pensent qu'on est, ça se voit à travers notre profil Facebook, nos publications, notre manière d'interagir sur les réseaux sociaux. Voilà, ce qu'on pense qu'on est. Parce que c'est l'image qu'on envoie sur le digital. Et cette semaine, en fait, on va plus s'accentuer sur le numérique, comment gérer ses profils et tout ça. Et derrière ça, il y a l'identité numérique qui est une image qu'on construit en permanence. Il y a des personnes en ligne qui forment une sorte de miroir partiel. Ils vont faire des stories, des commentaires, des publications, mais qui sont dans la vraie vie en fait différentes. On suppose que la personne poste tout le temps des contenus sur la motivation, mais en vrai, c'est une personne qui souffre de la dépression. D'accord. C'est quel paradoxe. Non, mais peut-être c'est également une manière... Et c'est courant, hein? Oui, c'est courant. Mais c'est une manière peut-être pour lui de... C'est un exutoire, une sorte d'exutoire. Oui. C'est surtout je me souviens de l'histoire de cette dame qui était coach, qui sensibilisait sur les violences faites aux femmes, mais qui elle-même subissait des violences en réalité. Donc sur le net, finalement, qu'elle ne peut pas exprimer. Face à son bourreau, elle exprime. Les gens ne sont pas ce qu'ils paraissent voilà. sur les réseaux. Donc les gens utilisent souvent le digital pour extérioriser en fait ce qu'eux ils ont vécu, mais sous forme de succès. Par exemple, comme vous l'avez dit, elle forme les gens pour lutter contre la violence faite aux femmes, mais elle-même est victime de violence faite aux femmes. Même personne ne saura, oui, moi elle est victime, mais on se dira, non, elle, c'est une personne forte qui amène les femmes à être résilientes contre la violence faite aux femmes. Ensuite, il y a le fossé entre la personne réelle et le niveau perçu. Le danger du double numérique, c'est que ça peut souvent trahir. Certaines personnes vivent aujourd'hui dans une tension constante entre ce qu'elles montrent et ce qu'elles sont vraiment. Et on peut prendre l'exemple d'un entrepreneur qui partage tout le temps le success story. J'ai eu à faire 100 000 francs aujourd'hui, alors qu'en vrai,
l'entrepreneur n'a même pas encore trouvé son premier client. D'accord. Peut-être qu'il n'a même pas encore ouvert sa boutique. Et en dehors même de ça, on a de ces dames-là qui, de temps à autre, nous montrent des séances d'entretien à la maison et tout. Et quelque part... Je le dis pas. Dis-le. Ça me rappelle également. Mais il y a tellement d'histoires sur le net en réalité. Ça me rappelle cette célèbre, c'est une célèbre coach qui a fait une vidéo sur Internet, suivez mon regard, pour montrer un peu sa maison, sa résidence et tout. Il s'est trouvé que finalement c'était du bordel. C'est une location. Voilà. C'était une location. Ça a tellement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Allez, Marvin, on ne va pas l'accuser, mais sa location peut être quand même intéressante. Oui, c'est ça. En fait, mais tu ne prends pas une location pour dire, écoutez, venez, suivez-moi, c'est une visite guidée de ma maison. C'est pas chez toi. Celles qui vont louer les villas juste exprès pour faire Oui, bien sûr. Et c'est par la suite qu'on a compris en réalité qu'il y avait parfois de faux décors qui vous permettaient, d'accord, de montrer aux gens que vous étiez dans un avion alors que non. C'est ça. Voilà. Et il y a des influenceuses qui en ont tellement abusé. Oh là là, le net. Franchement. Du coup, ce n'est pas forcément de la tromperie. C'est vrai, il y en a qui l'utilisent pour la tromperie, mais il y en a d'autres, ils le font parce que c'est une stratégie d'image, mais ce qui est devenu en fait inconsciente. Donc, ils utilisent ça, mais au final, ils sont en train de s'éloigner en fait de leur vraie réalité. Parce que là, actuellement, moi, je peux prendre une photo de moi en train de manger de la pizza et je poste la photo 3 jours après. Et 3 jours après, je suis dans mon lit en train de dormir. Mais sur le net actuellement, c'est que je mange de la pizza. On pense que... oui, ça, c'est beaucoup le fond. Mais moi, il y a tellement de choses à raconter. Oui. Non, mais parfois, tu es là, mais je le fais souvent sur Facebook. Et parfois, tu es là et tu as envie de faire quelque chose. Mais c'est pour ça qu'on a des photos dans la galerie. C'est pour ça. Dans ta galerie, ça me rappelle, tu trouves peut-être une vieille photo, tu es en train de siroter du champagne. Et puis, finalement, ça fait l'affaire de celui qui croit. Et puis, il y en a qui te disent, mais tu manges la vie. Tu es actuellement dans ton lit en train de... Alors, est-ce que vous savez... Toi, tu es au boulot, tu envoies photo de quand tu étais allé à la plage. Non, mais est-ce que vous savez qu'il y en a... Tu as une demande d'explication. Et Marvin fait bien de le dire. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui ont des vies vraiment insipides, mais qui font tout pour envoyer une autre image. C'est ça. Moi, je vous le dis. Mais ça booste le moral. Moi, j'ai une amie, le jour, elle m'a raconté, j'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle fait? Généralement, elle se lève, elle se maquille, elle s'habille. Moi, j'ai une soeur qui fait ça. Elle s'habille correctement, comme si elle allait à une fête. Elle poste une image, mais non, en réalité. Elle peut prendre sa voiture, elle va quelque part, elle fait une photo, elle revient à la maison. Moi, j'ai une simplement. Non, mais c'est vrai. J'ai une cousine. C'est vrai. Elle peut ne pas vouloir sortir, elle va se maquiller, se coiffer proprement. Elle fait des photos. Mettre les foulards. Elle fait des photos postées pour dire le week-end est chaud. Mais c'est vrai. Parce que j'étais bien curieuse. Elle finit, elle se démaquille, elle se couche. Et je lui ai posé la question une fois, j'ai dit, mais tiens, mais toi, ta vie chauffe, hein? Tu es tout le temps à dire, oh, ma chère. Laisse tomber. Si je pouvais te raconter. C'est ça, vous voyez là maintenant, en fait, c'est un problème. C'est un problème. C'est un vrai problème parce que ça veut dire qu'elle est devenue finalement dépendante de l'image numérique qu'elle veut que les gens aident elle. Donc, elle n'est plus dans le moi, elle n'est plus dans ce que je suis, elle est plutôt dans ce que les autres pensent de moi. Et quand on arrive à ce niveau-là, dans le digital, c'est très difficile de revenir au niveau moi. Parce qu'il suffit juste qu'il y ait un petit problème pour aller dans la phase noire, c'est-à-dire le burn-out. D'accord. Donc, maintenant, la perception que les gens ont de toi sur les réseaux sociaux peut t'ouvrir en fait des portes. C'est pour ça qu'il est important de travailler son profil, de faire des contenus, de montrer en fait, c'est pas de montrer sa vie, mais il faut montrer tous les aspects. Si c'est que tu es entrepreneur, ne montre pas que de la réussite, montre quand tu as un client raté, montre quand tu n'arrives pas à payer tes factures, montre pour que quand des personnalités vous viennent sur ton profil, se disent non, cette personne-là, elle est honnête. Dans son elle analyse, est vraie, en fait. Il y a de la crédibilité, il y a de l'authenticité. Mais quand on vient sur ta page, déjà, il n'y a que du vrai, ça fait peur. Mais il ne peut pas y avoir que du vrai. La vie dans la réalité, la vie n'est pas rose. C'est pour ça que la citation est sortie. La vie n'est pas rose. Ne rentre pas dans les rêveries, s'il te plaît. La vie n'est pas faite que de roses. Il y a les hauts, il y a les bas. La vie est faite de roses et d'épines. De roses et de bas. Du coup, il faut réconcilier en fait les deux côtés.
la vie et le moi et la vitrine digitale. Il faudrait que l'objectif ne soit pas de détruire en fait le tout numérique, mais de réconcilier avec le vrai. Parce que ce qui ne te ressemble pas devient ton ennemi. Du coup, il faut faire que le numérique en fait soit notre allié et non notre ennemi. Comme je ne peux pas vouloir sortir, ne pas sortir m'habiller. Donc, toute l'énergie là que j'ai pris en fait pour m'habiller, me maquiller, juste pour poster une photo, imaginons que je n'ai pas de like. Ah ouais, tu serais démoralisé. Quand il n'y a pas de like, c'est que c'est autre, ça entre dans autre dimension. J'ai fait tout ça, maintenant je n'ai pas de like parce que les gens sont devenus dépendants de ça. Et malheureusement, je ne vous arrête pas. Oui. Moi, franchement, il y a de ces vidéos-là, quand ça commence par dire abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Tapoter l'écran. Ou bien partagez. Je dis non, mais c'est quand, on n'a pas besoin de me rappeler ça. En temps normal, si l'information que tu as à travers cette vidéo, si elle est crédible, et puis si tu trouves vraiment ça important, utile, parfois c'est même ta main qui te pousse à aller partager. Et c'est ça, vous voyez sur TikTok, ils sont en train de quémander les likes. Les influenceurs qui, juste à cause de tapoter le like, finissent par pleurer parce qu'il n'y a pas de like en fait. Non, mais ça, c'est un problème de santé. Ça se dit qu'on ne les aime pas ou quoi. En fait, ces personnes ont besoin d'exister à travers le regard des autres, finalement. C'est ça. Et ça, c'est un piège. Et c'est un manque d'amour-propre. C'est ça. C'est un manque de confiance en toi, en soi. Il y a que l'estime. L'estime a pris un coup. Donc, voilà, on se voit dans le miroir des autres. Voilà. Et c'est ce que la jeunesse, en fait, aujourd'hui, ne comprend pas. Et elle se dit, en fait, que tout ce qui se passe sur les réseaux est totalement vrai. Alors que c'est faux. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en place... Il y a encore des jeunes qui se disent ça aujourd'hui avec tout ce qu'on a eu comme buzz. Oui, c'est pour ça que j'ai voulu mettre en place cette thématique pour montrer aux gens que à côté, il y a le vrai. Et sur le digital, en fait, il y a une vitrine. D'accord. Ce n'est pas forcément exact. Ce n'est même pas exact. Il y en a qui le disent. Il y en a qui le disent. Vous pensez... Il y a des influenceuses qui se défendent ainsi parfois. Vous pensez... qu'on vous montre tout ce qu'on a, enfin on vous montre juste ce qu'on a envie de vous montrer. C'est ça, voilà. Est-ce qu'on peut même montrer toute sa vie? C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a des moments de grosse déprime. Il y a des moments où vous pleurez, où vous doutez de vous. Mais comme la conscience humaine est plus habituée en fait à être plus attirée par tout ce qui est beau, et tout ce qui est réussite, tout ce qui est succès. Quand on poste ça, c'est qu'on a des interactions, on a des likes et tout. Mais quand vous voyez qu'une personne automatiquement se met à poster aujourd'hui, j'ai manqué d'argent, on se dit, bon, lui, là, il n'a qu'à aller chercher un travail. Du coup, ça n'attire pas. Et comme c'est comme ça que la mentalité a développé, les gens ont compris que, oui, pour avoir des likes, des commentaires, il faut poster que du success story, montrer qu'on vit bien. Ça a changé aussi, hein, il faut le dire, parce qu'il y a de ces histoires réelles que des gens ont partagé sur les réseaux qui ont quand même fait bouger l'humanité, je dirais, ou bien le cœur tendre de ces mais quand tu lis ces histoires réelles, c'est des histoires où c'est pas totalement du rose. Tu comprends? C'est ce que quand tout ce que tu montres tout le temps, c'est que tout est bien chez toi, on se dit, ça c'est une mythomane ou un mythomane qui a roulé comme ça. Et souvent, ceux qui croient même à ces histoires... par exemple, une personne victime d'une situation, ce sont souvent des personnes matures qui sont sur les réseaux. Mais la jeunesse actuellement, la jeunesse croit mordicus que la vie. Non, il faut pas généraliser. Bon, la plupart de la jeunesse comprend que tu peux te lever et tu trouves un emploi et que tu réussis ta vie. Parce que beaucoup de personnes montrent qu'ils ont pu le faire comme ça. C'est comme une échelle en fait. C'est ça. On gravit chaque marche, on y va pas à pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont la baraka, qui ont des succès, des succès vraiment éclatants, des succès fulgurants, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et il faut accepter, n'est-ce pas, grandir petitement et voilà, établir une belle réputation. Quelque chose d'autre à dire par rapport à cette thématique? Bon, il faudrait juste choisir ce qu'on décide de croire et ne pas se comparer aux autres quand ils sont en train de réussir, ne pas se dire que ma vie, je l'ai ratée, ma vie, je suis en train de devenir n'importe quoi parce que telle personne réussit. Il faudrait suivre son propre processus et surtout croire en soi.
S'aimer, c'est important. De l'amour propre, il faut le développer. C'est comme dit quelqu'un, if you don't say I am, nobody can say you are. C'est vrai. Voilà, c'est important. Si tu ne peux pas te dire je suis, personne ne te dit. Personne ne te dit. C'est clair, c'est clair. Merci Marvin. Oui, je suis. Allez, merci Marvin pour cette rubrique éducation aux médias. Alors maintenant, à la revue de presse qui, j'imagine, est très nourrie ce matin. Ça, c'est clair, hein? Allez. Vous allez bien? Ah oui, vous savez, cette émission, c'est du live, hein, c'est du direct. Donc, il y a de petits fous rires quand vient le jingle. Allez, mon cher Uvaï, ça va ce matin? Ça va, très bien. Très bien? Ouais, ça va. D'accord. Forme, hein. Et vous-même? Ah, je vais bien, bien. Alors, tu es de la team, je suis aussi, j'imagine. Je suis. Quand il a hésité, parce qu'il ne sait pas de quoi on parle. Il sait pas de quoi on parle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est. Et on me souffle de vous dire que vous êtes très beau ce matin. Très élégant. Donc hier, il n'était pas beau. Non, mais moi, je voulais te demander, est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il a une touche de fraîcheur ce matin? Ouais, il s'est coiffé. Hein. Depuis hier. Non, depuis lundi. Oui, depuis lundi. Mais ce matin, j'étais coiffé. Ah oui? Non, mais je pense franchement, aujourd'hui, ce matin, je pense que c'est la maquilleuse qui a fait le travail. Il s'est passé quelque chose avec Chamsi de l'autre côté. Oui, je ne vous le dis pas. Je garde ça pour moi. J'imagine que c'est parce que vous avez aussi eu le temps. Hein. C'est ce que je veux dire en fait. C'est vrai. C'est ce que je veux dire. Souvent, c'est une émission assez rythmée, donc ça va très vite. Ça va très vite. Il y a des rubriques qui débordent, il y en a qui prennent un coup. Bon, ne dites surtout pas que ce n'est pas professionnel. Non, c'est pas ça. Ça arrive. Voilà. Non, mais c'est le direct. En condition de direct. C'est le direct. Pourquoi vous cherchez des explications à donner? Uvaï Balogun, les choses se précisent sur le front politique entre retrait de la vie politique du candidat du principal parti de l'opposition et dépôt des dossiers pour les communales. C'est désormais l'éclaircie. Et oui, Rachidat, c'est l'éclaircie au lendemain de la décision de la Cour constitutionnelle qui confirme le rejet de sa candidature à la présidentielle de 2025 et bien 2026. Hein, j'y arrive. Ah ouais. Maître Renaud Agbodio a livré hier une déclaration à la presse. Le journal Le Télégramme écrit: le candidat LD prend acte de sa disqualification et se retire de la vie politique. C'est dans une déclaration à la presse que le candidat a annoncé avoir pris acte de la décision de la Cour constitutionnelle, confirmant donc le rejet de sa candidature par la Sénat. L'événement précis titre: Agbodio signe forfait, quitte les démocrates et la politique. Reconnaissant des dysfonctionnements internes au sein de son parti politique, l'avocat, en annonçant son retrait temporaire de la vie politique, a précisé vouloir se consacrer à sa famille et à son cabinet d'avocats. Tirant les leçons de cette expérience, il a appelé les partisans ou ses partisans à la paix et au dialogue. Et selon le journal, Maître Renaud Agbodio s'est par ailleurs adressé au ministre d'État Romuald Wadani, candidat en lice pour la mouvance, en louant ses qualités. Il a appelé, en cas de victoire, à réunir toutes les sensibilités politiques et sociales pour une réconciliation vraie et sincère. Et celui qui a aussi apporté son soutien au candidat de la mouvance, eh bien, c'est Adrien Humbedi. Une information à lire dans le journal La Nouvelle Tribune. À travers une déclaration, l'ancien président de l'Assemblée nationale a expliqué que plus que tout autre, Romuald Wadani a acquis l'expérience nécessaire à la gestion politique pour avoir servi son pays 10 ans durant et sans discontinuer aux côtés du chef de l'État Patrice Talon. Le journal écrit: Humbedi donne sa bénédiction à Wadani et explique que d'après Humbedi, justement, Wadani n'aura aucune difficulté à poursuivre l'œuvre entamée et surtout à améliorer ou rectifier ce qui doit l'être. Et c'est la fin du dépôt des dossiers pour les communales. Là, nous prenons la direction de la Commission électorale nationale autonome. Tout à fait. Communale du 11 janvier 2026, le bal des partis déposants
le bal des partis déposant à la Sénat, titre Le Matinal. Le journal nous explique que l'opération d'enregistrement des dossiers de candidature pour les élections communales de 2026, lancée le vendredi 24 octobre, s'est achevée hier. 5 formations politiques au total ont franchi le portail de la Sénat avant l'heure de la clôture pour procéder au dépôt de leur dossier. Il s'agit par ordre d'arrivée de la Force Cori pour un Bénin émergent, suivi de l'Union progressiste Le Renouveau, ensuite de Moël Bénin et du Parti Les Démocrates. Et c'est finalement le bloc républicain qui a bouclé la liste des partis ayant déposé leur dossier. L'événement du jour écrit, 5 partis politiques enregistrés à la Sénat. Et oui, c'est voilà qui boucle la boucle, hein. Mon cher Ulvaeus Balogun, et bien entendu, comme l'OITB le fait très souvent, nous y étions. Pas l'OITB, la SRTB. Bah, vous savez, on ne se refait pas aussi facilement. Les habitudes ont la peau dure. Donc, mais ça va y arriver. La SRTB, et précisément Bénin TV y était. Vous aurez les images. Merci Ulvaeus Balogun. Allez, c'est déjà fini pour cette émission. Une émission, j'imagine que vous avez pris du plaisir. Hein, ah oui, ce qui m'a fait encore plus plaisir, c'est qu'on rend l'antenne vraiment dans le temps. Tu n'es pas sérieux, ça. Moi, ce qui m'a plu, non, mais écoutez, vous savez, cette émission, c'est une sorte de télé-réalité. D'accord? Donc, on partage tout avec vous, chers amis téléspectateurs. On vous dit ce qui va, on vous dit ce qui ne va pas. Allez, c'est à l'image de la chronique de Marvin Ayinadou Promise ce matin. Voilà. On ne se présente pas comme des personnes réglo. Il y a des jours où voilà, ça flanche un peu. Il y a les jours sel et les jours sucre. Voilà, exactement. Allez, merci à vous. Ce sera tout pour l'émission de ce jour. On vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain, 7h, 9h, avec le même plaisir. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao.